Ravi de vous retrouver dans 24 heures week-end. L'info en question. Nous sommes en direct du salon de l'agriculture où la méthode Macron est à l'épreuve depuis ce matin. Un rendez-vous devenu depuis quelques années avec la crise agricole, une séquence à haut risque pour nos politiques. Le président a-t-il su éviter les pièges entre échanges musclés, sifflets, applaudissements? Emmanuel Macron face aux agriculteurs, est-ce l'amour vache? On en débat tout de suite avec nos invités. Il laboure toujours les allées du salon de l'agriculture où il cherche à convaincre les agriculteurs, les producteurs échaudés par la crise agricole profonde et par les promesses non tenues. Il s'est fixé, le chef de l'État, de battre le record de la plus longue visite sur place. On va évidemment longuement ensemble décrypter ce déplacement. Mais petite parenthèse, sachez qu'il n'a pas été le seul à concentrer l'attention des caméras. La star du salon, c'est elle évidemment, Haute Légérie. Ça peut surprendre, mais elle a un compte Twitter. Nous n'avons pas résisté à lui poser une petite question. Elle nous a répondu. N'hésitez pas à en faire de même et à réagir aussi à l'émission puisqu'on va bien sûr parler politique et décrypter cette première visite du chef de l'État avec nos invités. Hélène Pilichowski, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste. Olivier Gracia, bonsoir. Bonsoir. Historien et essayiste. Vous avez coécrit L'histoire se répète toujours deux fois aux éditions Larousse. Romain Mouton, bonsoir. Bonsoir. Conseiller en communication, fondateur de l'agence RM Conseil. Et enfin, Frédéric Danhé, auteur et conférencier spécialiste de l'environnement. Vous venez de publier Le bio au risque de se perdre aux éditions Bûcher-Castel. Nous suivons donc sur LCI depuis ce matin cette visite où le chef de l'État a parfois été bousculé, chahuté. Mathias Somme et Nicolas Bergot nous font vivre les temps forts. Vous allez bien, Président? Bonjour. Venez parler. On est là. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais. Demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis content. Attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. Deux, vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une république. On a confiance en toi. Sauve l'élevage. C'est tout ce que... Tu vas te battre pour nous. Je m'excuse, je dis tu, mais parce que j'étais un homme comme ça. Hein? Est-ce qu'on peut se dire tu? Oui. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Vous pensez faire quelque chose pour les jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer vraiment parce que c'est ma passion et j'arriverai jamais à m'installer. Mais oui, mais j'ai dit si, pourquoi vous dites ça? Parce que je voudrais m'installer hors carte familiale et j'y arriverai jamais. Pourquoi vous dites que vous n'y arriverez jamais? Ah, je vous promets, c'est super difficile. On va se battre, finir par finir. J'espère que vous ne serez pas comme les autres présidents. Un peu de tendresse. Il y a eu des moments évidemment plus détendus et des échanges houleux. Et Emmanuel Macron continue toujours sa visite dans les allées du salon. Nous sommes toujours en direct, porte de Versailles à Paris. Il n'hésite pas à aller au contact. Il est là pour ça. C'est le rituel pour les chefs de l'État. Là, c'est un bain de foule qu'il s'offre avec les visiteurs du salon. Et il y a sûrement des producteurs et des éleveurs parmi cette foule. Première question. Vous répondez par oui ou par non et ensuite on détaillera. Est-ce qu'il s'en est plutôt bien sorti jusqu'ici?
Hélène Pilichowski. Oui. Si c'est on n'a que oui ou non. Oui, je reviendrai pour vous. Alors Je dis oui aussi. Vous dites oui ou non? Romain Mouton. Oui. Olivier Gracia. Pourquoi pas oui. Ah non, attention, il faut s'engager. Oui, très bien. Hélène Pilichowski. Oui. Pourquoi oui? Parce que, contrairement à ce que ça pouvait être pour d'autres présidents de la République, exemple Jacques Chirac, qui était parfaitement dans son milieu, il n'était pas attendu au tournant par un monde qui considère, si vous voulez, en l'occurrence le monde agricole, que Emmanuel Macron n'est pas des leurs, si vous voulez. Lui, il était quand même attendu un peu avec des sifflets, comme on a pu le voir. Donc, il a résisté. Il n'a pas hésité à répondre. Il s'est fâché quand il jugeait utile de se fâcher avec ceux qui étaient un peu insolents. Bon, en plus, c'était pas une promenade de santé du tout, mais il est plutôt un chemin de croix, on va dire, presque un chemin de croix. Enfin, absolument. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il répond aux questions. Il y a des problèmes qui sont réels, qu'on n'a pas manqué de lui soumettre. Et il a fait l'effort de répondre à tout le monde, de garder le calme tant qu'il a pu, mais il a voulu montrer son autorité. Non, moi je pense que c'est pas mal l'histoire de dire je vais battre les records de temps parce que François Hollande a fait 12 heures, je vais faire 12 heures, il est bientôt au but là, il y est presque. C'est depuis 7 heures ce matin, c'est ça, depuis 7 heures ce matin, encore 3 quarts d'heure, il faut qu'il tienne. Donc voilà, non, on va dire qu'il s'en est plutôt bien sorti. Au témoin d'un doute, quelqu'un a répondu non sur ce plateau? Non. Vous êtes tous, qui a dit oui à peu près? C'est vous, Olivier Gracia. Un oui plutôt mitigé dans la mesure où il renoue avec pour le coup des personnes avec lesquelles il n'a pas forcément beaucoup d'affinité, à savoir que Macron a été quand même le candidat selon moi d'une forme de bourgeoisie assez citadine, et là il va au contact de personnes qui lui sont pas forcément acquises. Donc c'est un travail qui est difficile, c'est presque un chemin de croix, vous l'avez rappelé. Il est une entreprise quand même de séduction, mais également d'autorité. Il n'hésite pas à montrer les muscles pour montrer la force de ses réformes, celles qu'il va mener, mais il reste tout de même un maestro de la communication et il ne montre pas les muscles par hasard, c'est montrer aussi son autorité face à l'emprise réelle du pays. Frédéric Danhé. C'est un rituel laïque fondateur de notre monarchie constitutionnelle. Il faut que le président se coltine ce chemin de croix avec une ruralité qu'il connaît très peu, avec une ruralité que la France même, France urbaine, connaît de moins en moins, méprise à peu près superbement et qu'on résume à un affichage de race rustique, à un affichage de belles vaches tondues. J'y étais tout à l'heure pour France Inter. Voilà, tout ça est très beau. Est-ce que ça représente la réalité du monde agricole? En apparence, absolument pas. On est dans l'affichage. En réalité, oui, et de plus en plus. Et c'est là où il est malin. Se fader un agriculteur agressif sur le glyphosate et répondre ce qu'il doit répondre parce que c'est la réalité des choses, c'est assez courageux. Et puisqu'en France, nous sommes en monarchie, la parole du monarque porte, les mots sont importants. Dire que le glyphosate, c'est un souci à un monde agricole qui se sent obligé de dire, de par son esprit corporatiste avec la FNSEA, qui se sent obligé de dire qu'on ne peut pas se passer de glyphosate, alors que l'ensemble du monde agricole, on y reviendra, au contraire, c'est assez courageux. Par contre, le bémol que je mets, c'est que est-ce que Macron aurait eu le même courage de dire ça si Hulot n'était pas là? Hulot, c'est le seul paravent qui empêche ce gouvernement d'être pieds et poings liés avec la FNSEA qui a repris pied au ministère de l'Agriculture. Et on ne peut pas, heureusement qu'Hulot est là, sinon on serait sur la défense et illustration d'une agriculture productiviste, industrielle, grosse utilisatrice de glyphosate, avec plein d'externalités négatives en termes de... Excusez-moi, Nicolas Hulot n'était pas là aujourd'hui? Non. Il n'est pas ministre. C'est pas encore. Voilà. Est-ce qu'il va venir au salon de l'agriculture? Il est présent dans le gouvernement. Il est présent dans le gouvernement. Bien sûr. S'il mais y allait, il fâcherait très fort Monsieur Travers. Je ne suis pas sûr qu'il fâche mais les le fait qu'il ne soit agriculteurs. pas là, c'est pas un bon point non plus quand même. Bon, honnêtement, les ministres de l'écologie n'ont jamais accompagné les présidents de la République qui faisaient visiter Les ministres Pas le de premier la jour. transition Écologique, c'est différent. c'est la C'est-à-dire même que chose, Hélène. non, parce que l'agriculture il a- est davantage concernée par la transition que par oui. c'est Le vrai. ministre en Par charge du l'écologie. secteur qui a toujours accompagné le président de la République, c'est le ministre de l'Agriculture. Il s'avère que là, il est Bien accompagné sûr. d'un ministre, Stéphane Travers, qui est affaibli, qui est souvent décrié à la fois autant par le milieu que par ses collègues du gouvernement. Alors ça, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, la séquence de communication d'Emmanuel Macron est réussie à plusieurs titres. D'abord parce qu'il l'a anticipé, ça a été anticipé dès mercredi à l'Élysée, on l'a vu plusieurs fois sur cette antenne avec une réunion avec les jeunes agriculteurs, et aussi parce que, mine de rien, c'est un grand traditionnel, bien évidemment, cette séquence du Salon de l'Agriculture, mais il n'a pas été non plus conspué. Déjà l'année dernière, en tant que candidat, il avait déjà pris un œuf.
quand on regarde le nombre de personnes, alors oui, effectivement, il s'est fait siffler, mais sur plusieurs heures. C'est sur plusieurs heures, c'est sur des milliers de personnes. Il y a eu effectivement quelques dizaines de jeunes agriculteurs. À un moment donné, il y a eu les véganes. Bon, on est dans le coup de com' classique. C'est un moment de crispation, forcément. Il visiterait un salon des automobilistes. Et bien, il aurait les mêmes sifflets. C'est un moment où il y a tous les médias, où du coup, ils ont accès directement au président de la République, où sur place, il y a une quantité énorme de gens qui ont des intérêts divergents, qui finalement tapent sur Emmanuel Macron, mais il y avait quand même le commissaire européen à l'agriculture, qui lui a un vrai pouvoir sur certains sujets, notamment la PAC, et qui lui visite tranquillement le salon de l'agriculture sans que personne ne lui parle et ne lui prête une attention, alors qu'en fait, ils agressent Emmanuel Macron sur des sujets dont il n'a pas forcément le pouvoir. Donc bref, une séquence assez classique et intéressante de suivre, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'Emmanuel Macron séquence aussi sa visite sur les réseaux sociaux. Il poste des vidéos sur son compte YouTube. Et il poste même des vidéos complémentaires. Vidéos très intéressantes de 13 minutes. Justement, on voit un extrait. Tout à l'heure, on a vu un extrait sur le glyphosate, mais pendant 13 minutes, il l'a posté sur sa chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que tous ses abonnés à sa chaîne YouTube ont reçu une alerte. Et elle est déjà, cet après-midi, à plus de 10 000 vues. Et là, on voit où il arrive à dérouler ses arguments pendant 13 minutes de façon assez claire. À n'en pas douter, c'est un exercice de communication politique qui a été totalement calibré. Alors, vous l'avez dit, hein, Romain Mouton, il y a eu des applaudissements, mais il n'a pas échappé au sifflet. Vous le voyez, on va revoir la séquence, hein, évidemment sur plusieurs heures de ce déplacement. Ce n'est qu'une séquence, mais c'en est une, et on va la commenter ensemble. Il y a eu un mélange d'applaudissements et de sifflets et de huées. Pourquoi ceux qui l'ont sifflé l'ont fait? Écoutez. Nous, ce qu'on attend, c'est pas juste passer à la télé, dire à un éleveur je vous soutiens monsieur, puis par derrière faire signer un accord du Mercosur et faire venir des viandes bovines, admettons, de l'Amérique du Sud. Le message est simple, hein. C'est Macron menteur. En fait, il nous a fait des promesses de campagne lors de ses tournées, lors de différents congrès avant son élection, et en fait qu'il ne respecte pas du tout. Que ce soit au niveau des normes franco-françaises, l'importation de produits qui ne sont pas aux normes françaises, tout ça est un ensemble qui fait qu'il ne respecte pas ce qu'il nous avait promis. Il ne respecte pas ce qu'il nous avait promis, vient de dire cet agriculteur. Alors pour un président qui met en avant le fait de dire « je fais ce que j'ai dit », est-ce que là, il a tenu sa parole? Mais il n'a rien promis du tout, Macron, pendant sa campagne. Ça m'a entendu? Bien sûr, il n'a rien promis du tout. Pour Inter, j'avais analysé les programmes de tous les candidats, et s'il y a un candidat qui ne parlait pas d'agriculture, c'était lui. C'est Emmanuel Macron précédemment, complètement. C'est voilà, à part quelques bricoles sur le plan d'investissement de 5 milliards d'euros qui n'est toujours pas financé, et qu'est-ce qu'on va financer derrière, on n'en sait rien. Non. Mais vous savez qu'il peut y avoir des non-dits qui peuvent susciter des... Mais non, mais pardonnez-moi, mais les agriculteurs, on est vraiment en monarchie. L'agriculteur attend tout du monarque qui vient d'être élu. On attend tout, on se reporte sur lui, c'est un bâton totem. Il n'y a pas que les agriculteurs, mais il y a surtout eux. Donc quand il pleut, quand le cours des céréales s'effondre, on se tourne vers l'Élysée. L'Élysée ne peut pas grand-chose. Il a découvert l'agriculture grâce à Hulot. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il l'a fait venir au gouvernement. Mais il n'avait rien promis du tout. Non, mais depuis qu'il est élu et qu'il a pris conscience quand même des difficultés des agriculteurs qui se manifestent, je ne dis pas qu'ils manifestent, mais qui se manifestent souvent pour exprimer effectivement leurs difficultés et de manière tout à fait légitime. Mais il est déjà allé à la rencontre des agriculteurs en rentrant de Davos, souvenez-vous, à Clermont-Ferrand, je crois qu'il était à Clermont-Ferrand, où il a parlé avec différents responsables, etc. Et il se peut qu'à ce moment-là, déjà, il ait dit qu'il allait soutenir les agriculteurs, qui serait très vigilant vers des accords internationaux comme celui du Mercosur, voilà. Donc à ce moment-là, alors vous savez, c'est vrai qu'en France, quand le président de la République s'exprime, tout de suite on imagine que le miracle va surgir quelques jours après et que c'est formidable. Ça y est, il a dit ça, on est sauvés. Et puis ils sont obligés de se dire, finalement, pour l'instant, on attend toujours, on est toujours dans les mêmes incertitudes. Donc bon. Alors, mais parmi donc les sujets d'inquiétude des agriculteurs qui est revenu régulièrement au cours de ce salon, il y a le Mercosur, l'accord entre l'Union européenne et l'Amérique latine sur les échanges commerciaux.
Parmi ces échanges commerciaux, il y a évidemment l'exportation et l'importation de viande. Les agriculteurs français ont peur de l'arrivée massive de bœuf aux hormones et de viande aussi de qualité, aussi d'Argentine. Il y a de très bons bœufs, du bœuf excellent, pardon, je sais pas comment, du bœuf excellent en Amérique du Sud, on le sait depuis. Il n'y a pas que le bœuf aux hormones, il y a aussi de la viande de qualité. Donc, absolument. Comment Emmanuel Macron peut en même temps dire aux producteurs, eh bien, si vous voulez exporter, il faut accepter évidemment qu'il y ait des importations, c'est le principe même de l'échange. On ne peut pas fermer les frontières et en même temps protéger les producteurs français. Mais justement, c'est intéressant, c'est Henri Mandras qui avait écrit, un sociologue qui avait écrit La fin des paysans, qui disait que les paysans étaient le dernier bastion traditionnel face à la révolution industrielle. Et ce qu'on voit aujourd'hui est l'illustration un peu de cela, à savoir que le monde paysan et agricole est toujours dans une forme d'hostilité, parfois naturelle et légitime, face à la mondialisation, face au libre-échange. Et donc évidemment, Emmanuel Macron a un effort de pédagogie à faire de son côté pour tenter de convaincre, de séduire la condition agricole sur la nécessité d'exportation, d'importation, mais avec une hostilité naturelle qui remonte déjà sur 2 siècles. Donc je comprends l'hostilité des agriculteurs et je comprends cet effort de pédagogie que Emmanuel Macron veut leur fournir également pour les rassurer cette question. Romain Mouton. Sur ce sujet, Emmanuel Macron, dans cette vidéo de 13 minutes, est assez clair de dire qu'il ne peut pas, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas lutter contre le monde qui nous entoure. Et la réalité, c'est que la solution que propose Emmanuel Macron, c'est responsabiliser le consommateur, parce que le vrai arbitre dans l'histoire, c'est le consommateur. Chaque Français, nous tous autour de cette table, on a le choix, oui ou non, d'acheter un bœuf aux hormones. Premièrement, la responsabilisation du consommateur, l'individu au centre du système économique, premièrement. Et deuxièmement, il y a l'interdiction des bœufs aux hormones qui reste en France, en tout cas, il a affirmé, Emmanuel Macron, qu'il n'autorisera pas les bœufs aux hormones. Il peut le faire ? Alors ça, c'est pas le point juridique, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, si on veut que les céréaliers français, les agriculteurs français puissent exporter massivement, comme c'est le cas actuellement, ce qui ramène de l'argent en France et qui crée des emplois, on ne peut pas, de notre côté, interdire l'entrée d'un bœuf aux hormones, sachant que, en parallèle, ce package Mercosur, ce n'est pas que le bœuf. Alors, effectivement, en communication, on aime bien prendre un petit exemple, mais c'est des enjeux économiques beaucoup plus forts et ça est beaucoup plus large, et surtout on ne pourrait pas se permettre de priver une manne économique pour notre pays sur un sujet en particulier. Frédéric Danhé, est-ce qu'il peut protéger les producteurs français de l'arrivée massive de viande aux hormones ? Mais non, c'est qu'à l'échelle européenne, il faut que l'Europe, de toute façon, impose ses normes et donc des contrôles. Le problème de l'Argentine, du Brésil, effectivement, il y a de la viande de qualité, mais il y a aussi de la viande bourrée d'hormones, bourrée d'antibiotiques, qui ne correspondent pas du tout au cahier des charges européen. Il n'y a pas de contrôle là-bas, il n'y a quasiment rien. Alors ça tombe bien, les bœufs, les taureaux, les vaches peuvent courir et manger de l'herbe, donc la qualité gustative est bonne. Il n'en reste pas moins que c'est une viande qui ne correspond pas du tout à nos standards alimentaires, nos standards de santé. Donc en théorie, cette viande-là ne pourrait pas entrer sur l'Union européenne. Alors, est-ce que Macron peut rajouter quelque chose ? L'accord n'est pas encore signé. L'accord n'est pas... Mais il le sera d'une certaine façon. Il y aura Alors, en fait, il faut voir... Il y a 2 choses avec le Mercosur. C'est que la grande peur de l'élevage français, c'est d'être encore un peu plus déstabilisé par cette viande de qualité qui va déstabiliser la filière de qualité qui elle-même, économiquement, vaut pas grand-chose parce qu'elle représente pas grand-chose dans le chiffre d'affaires de la viande en France. Et c'est une viande qui ne tient que parce qu'il y a des consommateurs qui ont les moyens et qui achètent cette viande qui est siglée label rouge, AOC, IGP, voire bio. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ces accords ne seraient finalement pas si mauvais que ça si justement les labels rouges, les IGP, les AOP, toutes les mentions géographiques étaient respectées, ce qui est le cas pour l'accord CETA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan au bout de 3 mois, il est globalement positif en termes financiers. Depuis cet accord, on n'a pas arrêté d'augmenter nos ventes, par exemple, de produits transformés en charcuterie et en fromage au Canada. Voilà, donc... Le discours politique, peut-être, qu'est-ce que le chef d'État peut dire justement? Mais il l'a dit à plusieurs reprises. Mais il l'a dit à plusieurs reprises, Emmanuel Macron. Son discours politique ne consiste pas seulement à dire adaptez-vous à la mondialisation, courbez les chines, si je peux dire, devant l'arrivée des bœufs d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay, etc., enfin de l'Amérique du Sud. Il dit aussi il faut que vous jouiez davantage la carte de la qualité. Ouais. C'est ça qui veut dire. La France, ça devrait être la vocation
vocation, c'est la vocation de la France, c'est-à-dire de produire, que ce soit d'ailleurs pour des fruits et légumes ou des céréales, etc., et a fortiori de la viande, mais il faut que justement que vous exprimiez à ce niveau-là. Pour l'instant, comme vous avez dit, pour l'instant c'est coûteux, ils réclament, ceux qui font de l'agriculture biologique, etc., demandent des subventions, mais non, vous pouvez vous organiser et la France pourra exporter et la France peut être leader au niveau mondial si elle montre sa perfectibilité dans un secteur bien déterminé qui est celui de la qualité made in France au niveau de l'agriculture. Et je crois qu'il a vraiment raison. Parce que là, franchement, si la France n'est pas le pays le meilleur dans le domaine, le pays le plus performant dans le domaine, c'est vraiment dommage que nos agriculteurs souffrent là sous les feux de la mondialisation. En fait, il y a deux réponses. Effectivement, imposer de toute façon des contrôles aux frontières, pour reprendre ce mot que je vous demande de pas mal interpréter. Puis deuxièmement, ça devrait être l'occasion de pousser toute l'agriculture française à aller vers la qualité. La qualité, c'est pas du tout ce que défend de façon schizophrénique l'interprofession de la viande bovine, ni la FNSEA, qui pousse plutôt, eux, à faire de l'élevage, entre guillemets, traditionnel, c'est-à-dire au tourteau de soja et pas du tout à l'herbe. Ça devrait être l'occasion de pousser vers des filières qualitatives, mais des filières qualitatives qui ne pourront que faire augmenter le prix de la viande. Et derrière se pose la question du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui baisse année après année. La nourriture de qualité coûte cher. Vous m'offrez une transition parfaite, Frédéric Denré, puisque la journée a commencé par une rencontre avec les syndicats du monde agricole et l'échange, on peut le qualifier d'assez franc et direct, justement sur le Mercosur. Écoutez. Je me bats jour et nuit pour mon pays pour que ça marche, mais dans le respect de l'autre. C'est tout. Et après, je ne suis dupe de rien, ni des intérêts électoraux du moment, ni des intérêts entrepreneuriaux dans certaines filières. Je sais qui fait les voix et où. Donc, comme ça, on ne se tire pas les cartes entre nous. J'ai envie que ça marche. Si ça ne marche pas dans le bœuf, c'est pas la faute d'accords qui ne sont pas encore signés, c'est parce qu'on n'est pas bon sur beaucoup de choses. Et donc, ces choses-là, on doit les réparer. Et on doit les réparer maintenant. Alors, quand il dit qu'il n'est pas dupe des manipulations, il renvoie les syndicats à leurs responsabilités, qu'est-ce qu'il veut dire ? Vous avez tout dit. Il y a des syndicats qui sont arc-boutés sur un modèle qui les a nourris pendant des années, sur un modèle qui les a gavés de subventions pendant des années. La FNSEA, évidemment, qui est co-gestionnaire de l'agriculture depuis 40 ans, qui aujourd'hui se plaint des conséquences de sa mainmise sur l'agriculture. Et puis, deuxièmement, sur la viande bovine, moi, je me souviens d'un débat auquel j'avais participé avec Stéphane Le Foll, qui leur a dit, c'était un débat sur élevage et climat juste avant la COP21, qui leur a dit, mais attendez, vous vous plaignez de ne pas exporter, mais vous ne savez pas exporter. Vos carcasses ne sont pas adaptées à des marchés qui vous demandent autre chose. Vous ne savez pas élever les veaux, vous ne savez pas élever les vaches, ni les cochons qu'on vous demande en Turquie, au Maroc, aux États-Unis. Vous ne savez pas faire, vous ne savez pas exporter. Derrière tout ça, c'était une rente de situation pendant 40 ans, une rente de situation qui est en train d'être, comment dirais-je, abîmée à la fois par ces accords de libre-échange et en même temps par une demande de la population d'une viande de qualité qu'on a encore du mal à faire, même si derrière, il y a quand même un paquet d'éleveurs qui sont en train de changer d'itinéraire. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'ils jouent. Et puis, c'est une bonne stratégie politique ? C'est la qualité contre la productivité, en fait. Jusqu'à présent, il fallait se plier aux règles de la productivité dans tous les domaines agricoles et dans l'élevage, bien évidemment, pour pouvoir écouler la marchandise partout, sans faire, comme vous dites, sans faire de différenciation, sans chercher à imposer une certaine qualité française. Bon, voilà. Et quand il faut se mettre en concurrence avec des pays où, effectivement, les charges sont moins élevées, etc., bon, on connaît déjà, on a perdu d'avance. C'est exactement ce qui se passe. Romain Mouton. Le sujet, il y a deux sujets. Il y a le premier, c'est la répartition des 7 milliards d'euros de la PAC, parce qu'il y a un sujet financier. Alors Emmanuel Macron a effectivement dit qu'il allait faire en sorte que les pays européens mettent plus au panier maintenant que la Grande-Bretagne va partir. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'il y a des gens qui critiquaient la PAC, en tout cas qui critiquaient le système et qui voulaient que les Anglais s'en aillent, et puis maintenant s'aperçoivent qu'avec les Anglais qui sont partis, bref. Donc il y a la répartition des 7 milliards d'euros de la PAC. Comment on les répartit, quelle efficacité, comment on rationalise le système et comment on fait en sorte que tout l'argent qui est reçu par les agriculteurs aujourd'hui soit rentable. En tout cas, serve, soit utile et développe et soit productif. Et il y a l'autre partie où la France a un rôle à jouer, parce que la France est en avance sur certains secteurs, c'est l'agtech, c'est toute la partie connectée et digitale dans l'agriculture. L'agtech, aujourd'hui, il y a des acteurs comme la ferme digitale, comme Mimosa,
comme tous ces gens-là qui sont hyper en avance, hyper pointus, qui savent lever de l'argent, qui savent aider, accompagner les agriculteurs. Et c'est faux de dire que les agriculteurs sont déconnectés, ou en tout cas, ils sont souvent en avance, ils sont ultra connectés. Alors pourquoi Emmanuel Macron leur demande justement de se moderniser, parle de révolution culturelle? Non, parce qu'il y a une différence entre les filières, alors je suis spécialiste du secteur agricole, il y a une différence entre les filières, entre la qualité du bœuf et le fait d'avoir des outils connectés et de mettre en place. Sur ça, il n'a pas demandé, c'est deux sujets différents, mais sur la partie, en tout cas technologique, il y a une partie que l'État pourrait faire et une partie européenne sur aider les agriculteurs à toujours se moderniser et utiliser ces outils digitaux pour être encore plus performants et avoir une valeur ajoutée et un temps d'avance au niveau mondial. Et sur ça, il y a une carte à jouer en France. Vous êtes d'accord, Olivier Gracia? Oui, en plus, je crois que 30% des nouveaux venus sur le marché agricole, pour le coup, sont des jeunes, souvent de grandes écoles, qui ont une connaissance technologique, qui veulent importer cette connaissance, savoir-faire numérique au monde agricole. Et ça, pour le coup, Emmanuel Macron s'en félicite, parce que c'est aussi, et ça a été le candidat de la révolution numérique. Donc, bien sûr qu'il s'en félicite. Et Emmanuel Macron ne demande pas autre chose que la modernisation de tous les secteurs, et le secteur agricole compris. Non, mais on voit par exemple ce qui se passe en Italie. J'ai vu par hasard l'autre jour, je dois dire, un reportage très très intéressant sur effectivement des jeunes qui reprennent des exploitations en Italie, en Toscane, etc. Des jeunes sortis des grandes écoles, qui ont même parfois commencé à exercer un métier dans la vie numérique, quelque chose, vous voyez, dans des start-up extrêmement performantes sur les plans technologiques, puisqu'ils se retournent vers l'exploitation agricole et qui en sont très heureux, et ça marche très bien. Alors il y a encore toute une génération en France quand même de gens qui possèdent des exploitations, mais il y a la génération qui arrive. Je pense que c'est à elle aussi que Emmanuel... Aussi, on n'abandonne pas les anciens, mais je pense que c'est particulièrement à l'attention des jeunes qui peuvent reprendre ces exploitations, s'ils n'y sont pas déjà, si vous voulez, pour effectivement y apporter des méthodes extrêmement modernes, une connexion parfaite, etc., qui permettra à l'agriculture française de se développer, bien sûr. Pas seulement par la technique. La technique pour la technique, ça n'est pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle de bio. Alors le bio n'est que la version ultime d'autres façons de conduire des élevages, d'autres façons de conduire des cultures. Par exemple, l'agriculture sans labour. Je donne juste un exemple. Mais pour rester sur le bio, l'image passéiste qu'il y a du bio, c'est l'agriculture d'avant. C'est complètement faux. C'est une agriculture qui demande une connaissance technique, agronomique très fine et qui utilise des matériels très complexe. Et en fait, à l'occasion d'un passage d'un itinéraire à l'autre, du conventionnel à autre chose, les agriculteurs redécouvrent leur métier parce qu'ils sont obligés d'aller chercher des savoirs qui sont éparpillés parce qu'on ne leur apprend pas ça en chambre d'agriculture. Ils deviennent des techniciens du numérique, des techniciens du machinisme agricole, des techniciens agronomiques. Et il y a une autre chose, c'est que dans la modernisation, je termine, je fais vite, il y a un énorme besoin de formation. Et on le voit dans les centres de formation agricole qui viennent des jeunes, souvent effectivement des ingénieurs, qui ne sont pas du tout issus du monde agricole, qui viennent découvrir autre chose, et aucun, pour avoir fait ma petite enquête, aucun ne veut faire du conventionnel, tous veulent faire autre chose, bio, paysan, etc. Donc la technique n'est pas du tout l'ennemi de ces pratiques différentes. On va revenir. C'est pas l'image qu'on a classique. Gardez votre opinion, Hélène Piskowski. On va revenir sur les autres dossiers épineux du salon auquel Emmanuel Macron a été confronté. Échange houleux en perspective, vous allez le voir, et d'autres plus savoureux. À tout de suite. Votre programme. Vous êtes bien devant 24h Week-end, l'info en question. Emmanuel Macron face aux agriculteurs. Est-ce l'amour vache? C'est la question que nous posons en plateau à nos invités. Hélène Pilichowski, éditorialiste. Olivier Gracia, historien et essayiste. Frédéric Danhé, conférencier et auteur spécialiste des questions agricoles et environnementales. Et Romain Mouton, conseiller en communication. Nous sommes toujours en direct du salon de l'agriculture, où Emmanuel Macron est toujours sur place. Il poursuit sa journée marathon. Lucas Dagela, vous suivez ce déplacement pour LCI. On dit que le président va aller jusqu'à la fermeture du salon. Que fait-il en ce moment ?
Écoutez Marie-Hélène, le président qui est actuellement avec les céréaliers. Les échanges sont plutôt cordiaux. Il a bien été interpellé par quelques-uns sur les difficultés que connaissent la filière, notamment dû à un euro qui ne cesse de grimper. Mais le président, globalement, est plutôt bien accueilli. Le président qui est attendu ici, ensuite, au stand des brasseurs. C'est un syndicat qui représente 98% de la bière produite en France. Et le président pourrait bien se laisser aller à une petite dégustation. Vous le voyez, il aura l'embarras du choix. Il y a une vingtaine de références proposées ici. Il faut dire que le président a plutôt été raisonnable de ce côté-là jusqu'ici. Selon un décompte très officieux tenu par nos soins, le président n'aurait pas bu une seule goutte d'alcool jusqu'à sa visite au stand des vignerons. C'était aux alentours de 16h30 à 17h. Une belle performance que n'avaient pas réussi tous ses prédécesseurs. Oui, l'alcool toujours à consommer avec modération. Et jusqu'ici, dans quelle atmosphère, Lucas, s'est déroulée cette visite ? Bien, écoutez Marie-Hélène, pour vous donner un peu le pouls de cette visite, une petite anecdote. Il était 12h30 seulement lorsque l'on a entendu un garde du corps dire à Emmanuel Macron que déjà le cortège présidentiel avait pris 2 heures de retard sur le programme initial. La pause déjeuner, pour vous donner une idée, elle a eu lieu à 15h30 et on a même entendu quelques membres du staff, le ventre vide, s'impatienter un petit peu en attendant de enfin pouvoir manger un morceau. Alors pourquoi un tel retard ? Eh bien tout simplement parce que le président, à chaque fois qu'il est interpellé, va répondre. Il prend le temps de passer plusieurs minutes pour convaincre, pour expliquer les réformes qui sont entreprises. Le chef de l'État qui n'a cessé en fait de prendre son service d'ordre de contre-pied. Lorsqu'une allée est sécurisée à droite, le président part à gauche. C'est quasiment systématique. Tout cela, il faut bien le dire, dans une ambiance assez détendue et assez bon enfant. Depuis les sifflets de ce matin, il n'y a pas eu de grogne, il n'y a pas eu de huées qui ont accompagné les différents déplacements du chef de l'État. Une opération de séduction qui semble donc en passe d'être réussie, qui devrait durer encore longtemps. Le salon ferme à 19h, mais le président a promis de battre un record et pourrait donc rester ici à la porte de Versailles jusqu'à 21h. Merci Lucas Zajdela avec Gabriel Moret. C'est une bonne méthode, la méthode macronienne. On va au contact, quitte à se faire bousculer, chahuter par les agriculteurs. Oui, c'est ce qu'il a montré dès le départ, quand il accueillait tout au début de son mandat les chefs d'État étrangers, et qu'on le voyait marcher au château de Versailles très doucement. Voilà. Alors, toujours, il prend son temps et il explique et il parle. Donc ça, je pense que par rapport aux gens qui sont là qui l'attendent et qui l'accueillent, c'est très très important. Ce que ne faisait pas Nicolas Sarkozy, qui aimait pourtant le contact, qui était un vrai politique à 100%, et qui lui se dépêchait au salon de l'agriculture. Il avait dit que le Munster au petit déjeuner, ça lui donnait mal au cœur, il détestait ça, il ne boit pas d'alcool, comme tout le monde sait, donc c'était pour lui, c'était vraiment pas du tout une partie de plaisir, il détestait ça, et il était suffisamment impulsif pour le faire très vite sentir à ceux qui étaient autour de lui. Il avait fait le tour en 2 heures, Nicolas Sarkozy. 2 heures seulement. Et on se dit que Nicolas Sarkozy, sur François Hollande, qui était resté plus d'une dizaine d'heures au salon, avait dit s'il reste aussi longtemps, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Romain Mouton, est-ce que là, toujours. Est-ce que là, Emmanuel Macron, ce sera vu comme de l'affichage parce qu'il a une image de président des villes, ou au contraire, ce sera vu comme une preuve d'intérêt et de capacité à nouer le dialogue ? Ce concours de qui a la plus longue visite, c'est un petit peu pathétique parce que finalement, c'est pas à ça qu'on va mesurer un intérêt plus ou moins fort pour les agriculteurs. Rappelons-nous quand même que François Mitterrand n'a jamais mis les pieds en tant que président de la République au salon de l'agriculture, et c'est pas pour ça qu'il n'a rien fait pour le monde agricole. Enfin, donc du coup, ça c'est un premier critère. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron prend toujours son temps. Donc du coup, typiquement, il a du retard, donc la visite va durer plus longtemps, mais c'est arithmétique, enfin c'est chronologique, et son intérêt pour les agriculteurs, il le montrera, et maintenant les gens ne sont pas dupes, ils chronomètrent. Le coup du chronomètre, c'est un peu un gimmick des médias. Enfin, les agriculteurs, ils regarderont en fonction des actes et des lois, et en tout cas des preuves d'amour. Vous savez, l'amour, c'est avec les preuves. Voilà, il n'y a pas que la parole, il y a aussi les actes. D'ailleurs, il l'avait préparé, reparlons-en, et on n'a pas parlé tout à l'heure de l'interview qu'il avait donnée à un youtubeur, la chaîne agricole, qu'il a donnée en début de semaine. C'est d'ailleurs une nouvelle façon de communiquer de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'en parallèle de sa rencontre avec les jeunes agriculteurs à l'Élysée, il avait donné une interview exclusive à une chaîne YouTube, la chaîne agricole, où il y a plus de 10 000 abonnés. Et donc, il utilise ces nouveaux médias pour communiquer autour d'une cible, parce que, évidemment, les gens qui sont abonnés à cette chaîne YouTube des agriculteurs, ça va être une cible qui va forcément être des influenceurs sur le secteur agricole. Donc, encore des nouvelles techniques de communication qu'Emmanuel Macron exerce.
Ça ne l'empêche pas de se faire siffler, c'est une tradition au Salon de l'Agriculture, mais en tout cas, il pose des jalons un petit peu partout et à voir comment les graines qui ont été semées vont porter leurs fruits. Olivier Gracia. Non, mais il est vrai que, bon, vous l'avez rappelé, c'est un rite presque monarchique qui a été incarné à merveille par Jacques Chirac, donc il s'inscrit complètement dans cette ligne et cette volonté. François Hollande est resté 12 heures, parce qu'on connaît aussi l'amitié et l'affection que François Hollande avait pour Jacques Chirac et sa proximité avec le monde agricole. Après, c'est quand même malheureux de voir qu'on s'intéresse à la condition agricole seulement en raison d'un salon annuel et que les hommes politiques se penchent cette question pour une visite de courtoisie. C'est quand même dommage, c'est des questions qui sont réelles et qui ne doivent pas attendre le salon pour être manifestés, pour être analysés et pour apporter les réformes et les promesses nécessaires. C'est qu'Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, c'est l'un des rares candidats qui n'avait pas de programme précis sur la question agricole pour les présidentielles. C'est pas un sujet qui l'intéresse, c'est pas une France non plus qui le passionne. Emmanuel Macron aime les nouvelles technologies, il aime les entrepreneurs, il aime finalement les personnes qui vont dans le sens de la marche. Il a bien trouvé le nom de son parti, vraiment dans le sens de la marche. Et évidemment, le monde agricole est quand même perçu, Emmanuel Macron, comme un monde relativement traditionnel qui va être difficilement réformable. Justement, vous faisiez la comparaison avec les prédécesseurs du chef de l'État. On sait que c'est une séquence qui est devenue au fil des ans assez risquée pour les politiques. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Souvenez-vous, grâce à Audrey Borda, des moments les plus marquants de ses prédécesseurs avec des séquences très savoureuses. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va? On commence par la pomme de terre, là. C'est un animal de viande. Excellent. Moi, je suis de Saint-Omer. Excellent. Vous l'aviez embrassé l'année dernière et le soir même, les sondages remontaient. Oui. Est-ce qu'on verra Ophélie? Oui, elle est là-bas. Elle est là-bas? Je pense que c'est un homme qui est quand même à l'écoute des agriculteurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est pas au nombre de mains serrées qu'on va résoudre le problème des agriculteurs. On fait la publicité de la nouvelle pomme. Moi, je mange avec la pomme. Oui, mais je pense que il faut les manger avec la pomme parce que sinon, vous êtes couché. Des vitamines. Dans mon métier, on a besoin de vitamines. On produit tous à perte. Mon père bosse 80 heures par semaine. Les céréales. Bon, il y a une mauvaise année parce qu'il y a eu beaucoup de production. Enfin, on ne peut pas dire que sur les 10 dernières années, vous avez produit à perte. En ce moment, c'est un peu... Ok, d'accord. Les agriculteurs n'ont pas à être insultés. Ah non, pourquoi pas? Tu me salis. Casse-toi, là, pousse-toi. Nicolas Sarkozy. Ah bah, tu ne verras plus. Désolé de vous le dire, mais franchement, pourquoi vous nous laissez tomber comme ça? Laisse pas tomber, sinon on serait pas là. Connard, dégage! Ça fait un an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. On est tous après crever sur nos élevages. Si je suis venu dans le salon, c'est pas pour simplement consommer des produits, c'est pas pour faire un tour, c'est pas pour me produire, c'est pas pour préparer une échéance. Si je suis venu dans le salon, c'est pour entendre, y compris des cris, qui étaient des cris de douleur, qui étaient des cris de souffrance. Je ne pense pas que c'est là qu'il fallait écouter les agriculteurs. Il faut plutôt venir sur le terrain puis voir la réalité des choses. C'est pas ici qu'on voit la réalité des choses. Ouais, on se souvient de Jacques Chirac très à l'aise et très populaire au salon. François Hollande, copieusement sifflé. Frédéric Danet, c'est devenu un rendez-vous à haut risque maintenant pour les chefs de l'État ? Moins maintenant, je pense. Macron, il a une belle fenêtre de tir parce que les agriculteurs, même si symboliquement, voilà, ils se tournent vers l'Élysée dès qu'il y a un problème, ils y croient plus vraiment, ils y croient plus beaucoup. Les images sont quand même terribles. Chirac, alors, pour bien connaître la Corrèze, je ne connais pas un agriculteur de Corrèze qui n'a jamais serré la main de Chirac. Il connaît tout le monde. C'est un vrai amoureux de la nature. Sarkozy, n'en parlons pas. Hollande, ce qui s'est passé en 2016, c'était tout sauf spontané. C'était organisé, monté par la FNSEA. Pour taper sur Hollande et parce qu'il ne voulait pas de ce ministre qui a sans doute été un de nos meilleurs ministres, le meilleur ministre de l'Agriculture depuis 20 ans, Stéphane Le Foll. Et donc là, est-ce que le contexte est plus favorable pour... Oui, parce que les choses ont passé, d'ailleurs notamment grâce aux efforts de Stéphane Le Foll. L'agroécologie, les pratiques différentes sont un peu passées dans les mœurs. Et surtout ces pratiques, parce qu'elles venaient du haut et parce que de plus en plus d'agriculteurs le font. Vous savez, les agriculteurs regardent ce que font le voisin au-delà de la haie. Et quand un agriculteur conventionnel
conventionnel voit qu'un autre, finalement, s'en sort en faisant différemment, il finit par faire comme lui. Et c'est comme ça que progressivement, aujourd'hui, on a une vingtaine de % du monde agricole qui, en peu de temps, ont changé d'itinéraire vers ce qu'ils conspuaient quelques années auparavant, vers des pratiques qui sont celles que, d'une certaine façon, Emmanuel Macron défend. Il y a un vrai changement dans le monde agricole aujourd'hui. C'est, pour bien connaître ce monde et en connaître d'autres, c'est sans doute le corps social qui évolue le plus vite. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un corps conservateur, sauf les céréaliculteurs. Mais les céréaliculteurs n'ont jamais eu à travailler parce qu'ils vivaient sur le prix des céréales fixé à la bourse de Chicago et sur les subventions. Là, aujourd'hui, ils sont obligés de se remettre en cause. Et c'est eux les forces les plus importantes au sein de la FNSEA, à laquelle tient toutes les chambres d'agriculture. Mais le reste de l'agriculture, et en particulier l'élevage, je rappelle que l'élevage, c'est quand même 700 suicides par an et c'est le plus grand plan social de notre histoire. Il y a 25 000 éleveurs qui ont raccroché. Si on continue, il n'y a plus un seul éleveur en France dans 10 ans. C'est le monde qui est en train de changer le plus vite et le plus fort. Et ils ont besoin d'être soutenus symboliquement par ce qui vient du haut, par l'État. Ils ont besoin d'être soutenus financièrement par le consommateur. Ils ont besoin d'être soutenus par des subventions, par des aides. Et là, on attend Macron. Ils attendent tous Macron sur le projet de loi que j'ai lu sur l'inversion de la formation des prix. C'est pas encore tout à fait ça. On verra bien ce que les parlementaires et les sénateurs en feront. Et ils attendent Macron aussi. On rappelle dans ce projet de loi que c'est aux vendeurs cette fois-ci de fixer le prix, de mettre clairement dans le contrat quelle est la part du coût que ça coûte évidemment aux producteurs. Mais est-ce que ça va pour autant renverser le rapport de force? En théorie, oui. Sauf qu'en pratique, vous avez 450 000 fermes en France, 620 000 exploitants face à 4 centrales d'achat. C'est unique dans le monde occidental. Et que le secteur agricole est le seul pour lequel on autorise les ventes à perte, qui sont interdits dans tous les autres domaines de l'économie. Donc tant que ça, ce ne sera pas réformé, tant qu'on ne cassera pas les reins de la grande distribution, ça ne changera pas. Dernière chose, je termine sur la PAC. Il y a un vrai objectif sur la PAC. On sait très bien que les aides de la PAC vont être baissées, mais il faut surtout que les aides à la conversion, les aides au changement d'itinéraire, elles soient augmentées. Et c'est là où ils attendent tous Macron. Non, mais c'est vrai, pour revenir à la situation politique, c'est vrai que les revenus des agriculteurs et des éleveurs en particulier se sont considérablement dégradés ces dernières années. Un tiers des éleveurs gagnent moins de 450 € par mois. C'est 350 € par mois, vous imaginez. Donc c'est vrai que ça conduit certains jusqu'au suicide, c'est quand même terrible. Mais politiquement, jusqu'à présent, les éleveurs, enfin les agriculteurs, les gens des campagnes, tout ce qu'on appelait étaient plutôt à droite. Et la FNSEA aussi est un syndicat qui donc est plus que largement majoritaire et plutôt proche de la droite. Il y a eu un ministre Jacques Chirac qui avait choisi, j'ai oublié son nom, mais qui était issu de la FNSEA, qui était aussi ministre, etc. Donc ils ont toujours été de ce côté-là. C'est pour ça que François Hollande, c'est pas parce qu'il avait fait du mal à l'agriculture ou qu'il n'avait pas pris les bonnes mesures. C'est parce qu'effectivement, le socialisme, c'est pas la même chose. Le monde de l'agriculture, le monde de ce qu'on appelait les paysans, ça n'a rien à voir avec le monde ouvrier. C'est tout à fait différent parce que l'individualisme était beaucoup plus important. Chacun, avec sa propriété, etc., était responsable. C'était plutôt une idéologie plus proche de la droite que de la gauche jusqu'à présent. Et tout ça, ça change. Comment ? Une idée presque entrepreneuriale, finalement. Entrepreneuriale, exactement, c'est ça. Entrepreneuriale, donc ce que prône, si vous voulez, la gauche, la répartition, etc., la redistribution, les salaires, tout ça, c'était pas leur idéologie. Alors, tout ça est en train de bouger, je pense, politiquement à l'heure actuelle, avec la mondialisation, avec tout ça. Oui. Romain Mouton. Je voudrais m'inscrire en faux avec ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur Emmanuel Macron qui ne s'intéresse qu'aux start-up et à ce qui est dans le sens de la marche. C'est une caricature je pense que c'est une caricature volontaire et orientée de la part d'Olivier que je respecte, mais... Vous répondrez ensuite. Ce que je veux dire, c'est pas une attaque, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, reprenons quand même sur le timing, Emmanuel Macron, très rapidement, dès son élection, dès le mois de juillet, a mis en place les États généraux de l'alimentation, qu'il a fait durer jusqu'au mois de décembre dernier, où il avait fait un point d'étape avec des promesses qui n'ont, pour le moment, qui sont en cours d'application, des décrets qui vont petit à petit voir le jour. Et donc, c'est pas comme si c'était un sujet qui avait été ignoré jusqu'à présent. Les États généraux de l'alimentation, ça a été un sujet central, crucial pour les consommateurs, qui a été mise en place dès l'été dernier, qui a duré 6 mois, où on a mis pour une fois tout le monde autour de la table, et il y a eu des décisions qui ont été prises. Donc ne mélangeons pas tout non plus sur ce sujet. Et sur l'autre preuve, par exemple, c'est toute l'action des chasseurs
autour d'Emmanuel Macron. Le lobby de la chasse est très important et Emmanuel Macron l'a bien compris, puisqu'il a à ses côtés d'ailleurs Thierry Cos, qui est présenté souvent comme lobbyiste de la chasse. Il a été, lors de son 40e anniversaire, il a posé avec les chasseurs, il a été faire une photo avec eux à Chambord, et il a bien compris que c'était plus de 1,2 million de personnes en France, que lors des dernières élections européennes, chasse, pêche, nature et tradition a 10%. fait plus de 6% aux élections, que dans son département, il y a de nombreux chasseurs, et que ce sont, mine de rien, des influenceurs. Alors, on pense qu'on veut de la chasse, mais aujourd'hui, les chasseurs, ce million de personnes, ce sont des relais d'influence, ce sont des personnes qui, certes, il y a un vivier économique, mais sont en contact aussi avec tous les acteurs de la filière agricole, et il les a traités, et c'est aussi par petites touches, il marque son territoire, et même s'il y a certes quelques sifflets, petit à petit, il encercle le système, et on verra dans les mois à venir, et on verra dans quel état il finira son quinquennat avec les agriculteurs. On verra si c'est la même chose que François Hollande. Alors, il encercle le système, évidemment, avec cette stratégie électorale, mais aussi avec des images. On y revient toujours au salon. Ça fait partie du folklore, être au contact des animaux. Alors, les politiques sont plus ou moins à l'aise. Comment s'en est sorti le chef de l'État? Réponse en images. Hein? Oh là là, regarde ça. Un peu de tendresse. Un peu là. Regarde ça. Ça va? Vous va être paniqué. Vous va être paniqué là. On l'a mis à Brigitte, si vous voulez, on vous le laisse. Non. Ah, moi j'ai déjà mon chien. Elle aura 6 ans, le même âge que vous. J'ai vu des reportages. On dirait presque qu'elle cherche la caresse. Oui, tout à fait. Président, quand on traite les éleveurs de Russes... Vous la voulez pour l'Élysée ou... Ah, mais... Ça serait bien. Sur l'Élysée, vous prenez beaucoup. Hein, beaucoup? Allez, je vous l'offre. Et puis je vous donnerai ce qu'il faut pour la nourrir. Tout à l'heure. Allez, je la mets dans les mains, je la protégerai, bien sûr. Voilà. La main sur le bréchet, pour pas qu'elle se débatte. Prenez pas les pattes, prenez sur le bréchet directement. Ouais, bah c'est... Oui. Ah, c'est un garçon. Oui, doucement. Allez, Hector, calme-toi. Non, mais voilà. Oh là. Allez, regarde. Hector, là, il est... Non, il est très bien. À l'aise ou pas à l'aise? Non. Il n'a pas l'air à l'aise. Pas très grave, hein, c'est pas très. Mais c'est marrant, la poule, c'est devenu un symbole. Vous savez, il y a de plus en plus de mairies qui subventionnent l'achat de poules pour bouffer les déchets organiques, parce que les déchets organiques, les centres de recyclage des déchets, ne savent plus quoi en faire. Donc, je ne sais pas s'il y a un calcul politique derrière, mais là, c'est une poule qui lui a été offerte, adoptée à l'Élysée. On défie tous autour de la table. Quand on nous met une poule dans les bras, je pense qu'on ne sait pas vraiment quoi faire avec une poule dans les bras. Moi, je trouve pas particulièrement opportun devant les caméras, devant tous les responsables qui sont autour de lui. C'est pas très malin de donner une poule, de mettre une poule dans les bras du président de la République qui doit garder son rôle. Non, mais c'est compliqué. Ça fait partie du rituel. Ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait partie du jeu peut-être, mais je trouve pas ça particulièrement approprié. Oui, ça reste quand même. le président. Quand même. Ça reste le président et c'est pas, voilà, on s'amuse pas comme ça pour éventuellement voir s'il va pas commettre une bévue. C'est ça l'idée. Là, c'est un cadeau, Olivier Gracien. Non, c'est un cadeau, c'est spontané. Je pense que Chirac aurait évidemment mieux réagi. Il aurait su s'y prendre avec beaucoup d'éloquence. Mais il est vrai que oui, non, mais c'est quelque chose de spontané. Et je ne vois pas d'image de communication ni de préparation par Emmanuel Macron. Hein. Après, est-ce qu'il va réellement l'adopter? Moi, je demande à suivre l'avenir de cette poule à l'Élysée. Oui, on verra si elle gagne toujours dans les jardins de l'Élysée. Et ça finira pas dans les cuisines de l'Élysée. Voilà. Est-ce qu'il va oser la manger? Ouais. Pourquoi c'est toujours si important pour un président de la République d'être au salon de l'agriculture? On peut se dire les agriculteurs représentent 3%, 2 à 3% du corps électoral. Alors pourquoi s'y montrer? C'est un passage obligé. Pour deux choses. Un, c'est un lien symbolique avec le passé. Il ne faut jamais oublier que la France est ce qu'elle est, 5e puissance du monde, parce qu'elle a toujours été une puissance agricole, raison pour laquelle la France a toujours su entretenir des armées conséquentes, raison pour laquelle la France n'a jamais été un pays de migrants, on l'oublie. On a toujours su nourrir notre population, contrairement aux Anglais, contrairement aux Allemands qui ont tous dû foutre le camp parce qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger chez eux. Deuxièmement, donc la richesse de la France est toujours venue de l'agriculture. Résultat, notre industrialisation s'est achevée le plus tard, 80 ans après l'Angleterre.
C'est-à-dire que le nombre d'ouvriers par rapport au nombre a dépassé le nombre d'agriculteurs seulement à la fin des années 30. C'était le cas en 1880 en Angleterre. Donc on est un pays foncièrement rural, même si on ne veut plus le voir. Et puis deuxièmement, il ne faut jamais oublier que la France est ce qu'elle est, première destination touristique du monde, le pays où la diversité des paysages est le plus élevée au monde. Grâce à l'agriculture, il ne faut jamais oublier que si on peut parler d'identité nationale, c'est une identité qui est faite par les 2000 ans d'histoire agricole en France. Et c'est ça qu'il vient rappeler symboliquement à la population essentiellement urbaine aujourd'hui. Il n'y a qu'en France où il y a un lien aussi fort avec la ruralité. Peut-être en Italie. Il ne faut pas cependant surestimer le rôle politique et les conséquences politiques la visite au Salon de l'Agriculture peut avoir pour les présidents de la République. C'est un passage obligé, mais ce n'est pas un passage suffisant pour garantir sa popularité à venir dans les semaines qui viennent. C'est vite oublié. C'est un rite républicain. C'est un rite qui a son importance. Ce serait une faute grave de ne pas y être, c'est certain. Et il sera aussi jugé quand même dans les jours qui viennent sur sa manière de se comporter. Mais ça n'a pas d'impact politique. Mais moi, ça permet de parler d'agriculture. Moi, depuis une semaine, je ne fais que parler que de ça sur les plateaux. Donc c'est très bien pour moi. On parle d'agriculture dans les médias. Olivier Gracia, est-ce que le lien avec les agriculteurs, c'est aussi le lien avec la France? C'est complètement le lien avec la France, avec son histoire. Vous l'avez bien rappelé, hein, la France a une tradition agricole. C'est en effet pourquoi, en effet, la révolution industrielle est venue bien après les Anglais. Alors, pour revenir sur les 2-3% du corps électoral qui ne sont pas stratégiques pour Emmanuel Macron, ils ne le sont peut-être pas pour lui, mais ils le sont notamment pour la droite républicaine. Et Laurent Wauquiez, depuis le début de son élection à la présidence des Républicains, ne parle que de ces grands oubliés du quinquennat Macron. Et quand on parle de ces grands oubliés, il parle évidemment de la France rurale. Et Laurent Wauquiez veut se mettre en opposition à Emmanuel Macron sur la question de la ruralité. Et je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que Laurent Wauquiez prévoit sa visite du Salon de l'Agriculture, mais il espère, lui, de son côté, aussi en faire une forme de messe électorale. Pour le coup. Oui, il peut y rester longtemps. On peut déjà anticiper que Laurent Wauquiez ne se fera pas siffler comme Emmanuel Macron, ne se fera pas attaquer comme Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il a zéro pouvoir sur les agriculteurs et que de toute façon, il n'y a aucun enjeu. Et que quand il sera candidat peut-être à la présidence de la République, il sera peut-être bien accueilli, mais qu'à sa première année, s'il est élu, il se fera siffler. C'est un système assez bien rodé, avec des syndicats qui organisent assez bien le système. Donc, ne surestimons pas, n'ajoutons pas de l'eau au moulin de ces polémiques et de ces images, parce que finalement, c'est un classique depuis toujours. Alors pour casser aussi son image de président des villes parfois caricaturées, Emmanuel Macron, on se le rappelle, avait voulu rassurer les producteurs en disant « moi aussi, je bois du vin le midi, le soir ». Alors justement, si vous travaillez son côté bon vivant, comment ça s'est passé sur les stands où il a dû manger? Regardez. Monsieur le Président de... Ça va? On a du pain. Un monde de 35 jours. C'est bon boulot. C'est bon boulot. Vous connaissez au travers. On a l'avantage d'arriver sur un produit de haute qualité. 43 jours. Mais il faut penser à notre lait, elle est là, quoi. Tu veux reprendre? Et c'est eux derrière qui font. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que nos parents et nos grands-parents, ils ont fait tout le boulot qu'on a faire sur les formations agricoles, dans les lycées, etc. C'est hyper important. Tu veux quel parfum? Je sais que vous préférez le vin rouge, mais bon, allez, c'est des efforts. Bon, à vous, hein. À la filière. À la filière. Bon, comment ça va? Vous faites quoi? Comté, il y a du Morbier, du Majex, du Matal, Gruyère. C'est tous nos AOP, AOC qui sont dans la Franche-Comté. Le Morbier, c'est une tuerie. C'est bon ça. Morbier. Très très bon. Merci à vous. Voilà. Magnifique, hein. Il a fini combien de temps celui-là? Alors là, celui que je vous ai donné, il a 18 mois d'affinage. Mais après, ça va. Là, on a de la gamme de 12 mois, 18 et puis 30 mois. Voilà. Ça nous donne l'eau à la bouche en plateau. Là, il tient plus de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy dans sa manière de déambuler dans les stands. Entre les deux. Non, il croque pas dans le fromage comme Jacques Chirac croquait dans la terrine. Non. C'est pas ça. Jacques Chirac avait un appétit formidable, c'est une force de la nature.
Emmanuel Macron ne s'est jamais privé de dire que lui, ce qui était fort en lui, c'était plutôt l'intellect quand même. J'ai un esprit complexe, donc à peine accessible aux journalistes, quand même, il l'a dit aussi. Mais il est aussi sportif, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas un pur esprit, même si c'est un esprit extrêmement développé. Donc voilà, là, il a fait, moi, je dirais plutôt le service minimum, souriant, mais c'est pas, voilà, c'est pas sa nature mais profonde. Il a intérêt à manger un peu. On est un pays de bouffe. Les agriculteurs, ils bouffent et ils boivent. Donc s'ils bouffent pas et s'ils boivent pas, il a raté son affaire. Ce qui n'est que symbolique et de la com, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on s'en fout que le président de la République passe sa journée à manger? Il faut juste se rappeler que le président est arrivé à 7h30 sur place et qu'il va passer sa journée à manger et à boire du salé, du sucré, de l'alcool et tout ça mélangé. Enfin, c'est juste un être humain et qui a peut-être envie d'avoir une alimentation équilibrée. Donc effectivement, on ne peut pas ne rien faire parce qu'on est sur le salon, malheureusement, c'est un rite. Mais est-ce que c'est sur ça qu'on doit juger? J'en doute. Non, on va le juger évidemment sur les dossiers durs. Et parmi les extraits les plus marquants du Salon de l'agriculture de sa visite, il y a cet échange houleux avec un agriculteur sur la question du glyphosate, cet herbicide très controversé que le président a promis d'interdire d'ici 3 ans. Regardez. Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis content. Non, attendez. Je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc le calme, c'est pas vous qui le donnez. 2, vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une république. Je sais que vous, c'est votre vie. Je vous engueule parce que j'aime pas qu'on me siffle derrière. Donc, mais je viens vous voir. Siffler, malheureusement. Mais je viens vous voir. Mais après, on s'explique. Bon. Il y a la forme et le fond. Sur la méthode, quand il a entendu qu'on le sifflait dans le dos, il a dit à ses agriculteurs, venez, on va discuter. Est-ce qu'on peut lui apporter à son crédit le fait d'aller au contact, de ne pas avoir peur d'un échange assez vif avec les producteurs, Romain Mouton? Clairement, il va au contact des agriculteurs, il discute et en plus de ça, il met l'intégralité de son échange, 13 minutes sur YouTube, qui buzz depuis le début de l'après-midi et il fait en sorte que ce soit transparent puisqu'il a compris. Parce que là, les 13 minutes, c'est 13 minutes séquence type. Il avait préparé son discours, sans nul doute qu'il savait à quel moment, enfin il ne savait pas à quel moment, il savait ce qu'il voulait dire, il savait les messages qu'il voulait faire passer, il savait qu'il allait avoir peu de temps. Donc il a choisi dans son passage, alors certes, on a vu qu'à chaque fois, il va au contact des agriculteurs et il leur parle, sauf que là, il a pris le temps, 13 minutes, pour faire passer les messages à la fois sur le Mercosur et sur le glyphosate, et ensuite, il y a une séquence de communication qui est publiée sur YouTube pour faire en sorte que les internautes puissent avoir les éléments de langage, en tout cas son discours sur le glyphosate, et il arrive d'ailleurs à avoir une part de spontanéité, et sur le fond, tout est totalement cadré. Donc un exercice de communication assez bien maîtrisé. Mais il fait quand même preuve de courage. Et ce n'est pas la première fois. C'est arrivé pendant la campagne. Il va au-devant des ouvriers. Et quand il s'agit d'aller au combat, il y va. Et ça, je crois que c'est très important pour son image, effectivement. Mais il faut quand même le faire parce qu'il y a certains risques. Ça peut mal se rappelle Whirlpool. Hein. Oui, Whirlpool, exactement. Pas dans la campagne, souvenez-vous. Et ça lui avait valu une certaine estime quand même. Parce qu'on se disait, toujours pareil, ce banquier de Rothschild, un peu précieux, un peu, voilà, est-ce qu'il va arriver à aller au combat face à la CGT, par exemple, des gens de la CGT? C'est pas facile parce que ça peut mal tourner. Il faut savoir, il faut quand même un peu d'audace et il le montre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Non, c'est courageux. Un autre président, notre temps, l'aurait traité de casse-toi pauvre con. Enfin voilà, lui, il y va, il discute. Effectivement, c'était préparé. Après, je suis curieux de savoir d'où vient l'agriculteur. C'est tout sauf spontané, à mon avis. Il vient des Yvelines. C'est un céréalier des Yvelines parce qu'à la fin de la vidéo, justement, on lui demande qui il est. Mais derrière, voilà, je me demande s'il n'y a pas un petit syndicat qui l'a poussé à. Si j'ai juste 2 minutes sur le glyphosate. Ah, mais on va y venir. Je voulais juste un dernier mot sur la méthode Olivier Gracien. Sur le fond, on en parlera par la suite, mais sur la forme, en effet, c'est pas la première fois. Il avait aussi fait un petit dérapage pour le coup avant la campagne, quand il avait dit à un ouvrier de se payer un costard. Bon voilà, il a toujours une forme parfois un peu brute, ce qui peut être assez étonnant. Donc et qui peut plaire à certains. Et qui peut plaire à certains, donc il garde sa cérébralité bien évidemment, tout en gardant une forme de courage et d'audace liée à sa jeunesse, à sa volonté de changer les choses. Il a toujours montré, il est assez fidèle à ce qu'il est finalement. Donc voilà.
Alors, sur le fond, il y a un vrai problème qui se pose parce que l'Union européenne s'est mis d'accord avec beaucoup de difficultés pour renouveler le glyphosate, l'autorisation de glyphosate sur 5 ans. Le chef de l'État, lui, a dit « je réduis le délai, d'ici 3 ans, ce sera interdit ». Mais comment il va faire par rapport aux concurrents européens? Il y aura des producteurs français qui ne pourront pas utiliser le glyphosate et des Européens qui auront le droit. Ça, à mon avis, vous avez raison de poser la question, mais à mon avis... Le glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière le glyphosate, en fait, c'est un combat politique. Derrière le glyphosate, est-ce que c'est dangereux? Oui. Est-ce que c'est risqué? Sans doute pas. C'est pas la pire des molécules. Mais derrière le glyphosate, il y a toutes ces molécules dont on ne veut plus et qui sont le symbolique d'une agriculture dont plus personne ne veut. Une agriculture qui est complètement déconnectée des réalités agronomiques et qui prétend produire pour produire en utilisant le filtre de la chimie. Plus personne en Europe n'en veut. Donc interdire le glyphosate, c'est d'abord un message politique. La réaction du céréaliculteur, elle est juste et elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste du tout parce que c'est vraiment la réaction à brûle-pourpoint. C'est un réflexe de gens qui ont été habitués à ça et qui s'imaginent ne pas pouvoir faire autrement. Et derrière, ils s'imaginent que, comme je ne saurais pas faire autrement, je vais perdre ma rente de situation de céréaliculteur des Yvelines. Après, il y a beaucoup d'agriculteurs, ceux dont je parle, c'est 20% qui sont en train de changer d'itinéraire et qui notamment sont ceux qui ne labourent plus ou labourent moins. Et comme ils ne labourent plus ou labourent moins, ils ont beaucoup plus de problèmes que les autres avec les plantes invasives, pour ne pas dire les mauvaises herbes. Et donc ceux-là disent, oui, mais si vous me retirez le glyphosate, je ne pourrai plus m'en passer, donc je vais labourer à nouveau. Labourer, c'est une catastrophe pour le sol. Labourer trop profond, c'est la première cause de disparition des sols. Sauf que, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la science et la formation, par l'agronomie, par l'observation de ces parcelles, les agriculteurs correctement formés peuvent tout à fait à la fois se passer tout ou partie de labour, couvrir complètement leur sol pour empêcher le développement des mauvaises herbes. En fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est très technique, c'est politique, et si on gagne cette bataille interdiction du glyphosate, on aura une agriculture qui pourra se passer en grande partie des pesticides en utilisant des techniques anciennes avec le matériel et les connaissances d'aujourd'hui. Ce serait une vraie révolution agricole. Est-ce que les agriculteurs sont instrumentalisés par les syndicats? C'est ce que vous me dites? Évidemment. Ah bon, non, c'est leur propre expérience dans leur exploitation. Non, alors, vous avez un beau discours idéologique, quand même, d'écologique. C'est évident. Non, mais... Quand même, il faut quand même comprendre. Moi, je ne suis pas une spécialiste comme vous. Non, mais je cherche à comprendre la réaction des agriculteurs qui se disent je vais produire moins, des produits qui sont moins sûrs. Comment je vais faire pour lutter contre les mauvaises herbes, etc. Je ne suis pas équipé pour ça. C'est sur le long terme. Vous pouvez dire qu'ils doivent évoluer. Je suis d'accord. Mais il faut comprendre. Moi, c'est ce que j'ai lu, j'ai écouté. C'est ce que je comprends des agriculteurs, c'est qu'ils se disent comment je vais faire l'année prochaine? Je vais peut-être diminuer de tant de % ma production. Voilà, si je n'ai plus les glyphosates. Est-ce que c'est si simple? Voilà, exactement. C'est pour ça que je veux dire. C'est simple. Au contraire, moi, j'arrête pas de taper sur les écolos qui disent que tout est simple. Non, pas du tout. Et alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est quand même un peu un rêve, Non, c'est pas un rêve, parce que tous les agriculteurs à qui on a laissé le temps de s'adapter ont réussi à se débarrasser tout ou partie du glyphosate. D'ailleurs, globalement, on en utilise de moins en moins. Mais ces réflexes de peur sont utilisés, sont activés par la FNSEA et d'autres, par les céréaliculteurs qui sont les plus importants, notamment en Beauce, pour surtout que rien ne change. Il y a un calcul politique derrière, et là, c'est un combat politique, finalement, entre Macron et là, ce qu'il a dit là, c'est, voilà, l'agriculture moderne, c'est celle-ci, celle que vous défendez, c'est la vôtre, et la ruralité sur laquelle joue, par exemple, Laurent Wauquiez, c'est typiquement ça, c'est une ruralité du XXe siècle qui prétend gagner de l'argent uniquement sur de la mécanique et du chimique. C'est pas cette ruralité-là qui sera celle de demain, à mon avis. J'espère ne pas me tromper. Alors, un mot de ces images en direct, porte de Versailles, au salon de l'agriculture, où Emmanuel Macron discutait avec les céréaliers. Là, il va au contact des boulangers. Vous voyez, il serre des mains. Sur la question du glyphosate, Olivier Gracia, est-ce que c'est un dossier très très délicat pour Emmanuel Macron, avec les limites du en même temps? En même temps, j'essaie de vous protéger, d'ici 3 ans j'interdis, mais est-ce qu'il a des solutions? Ce qui est délicat surtout, c'est de dire à quelqu'un dans les yeux, face à face, qu'il va devoir changer de méthode alors qu'il a fait autrement auparavant. C'est toujours un peu délicat d'expliquer les choses de cette manière. Après, c'est vrai que Macron est souvent sur une politique du en même temps, à voir ce qu'il va faire et comment il va se saisir précisément de cette affaire, mais je suis assez d'accord avec vous pour dire que l'avenir de l'agriculture est certainement plus celui-ci que celui que vante Laurent Wauquiez, en tous les cas, qui est vraiment très ancré dans la réalité industrielle du XXe siècle. C'est surtout, il ne faut jamais oublier, vous qui parliez tout à l'heure de technique, se passer du chimique oblige à avoir des démarches beaucoup plus techniques, beaucoup plus agronomiques. Ça ne peut que créer
de la formation, que faire un appel de main-d'œuvre, et que, enfin voilà, s'il y a une agriculture moderne, c'est celle-là. Ce qui est intéressant en termes de communication, c'est qu'Emmanuel Macron utilise un exemple significatif dans l'esprit des Français, c'est l'amiante. Et l'amiante, effectivement, ça parle à tout le monde, on ne l'a pas vu venir, et finalement, on a tous payé les conséquences, avec plus ou moins d'intensité en fonction du métier qu'on exerce. Donc, l'utilisation du sujet de l'amiante, et ensuite, il replace le débat sur le plan politique. Et il replace le président de la République comme un décideur politique. Il dit à cette personne qu'il a en face de lui, cet agriculteur, c'est moi que les gens iront voir dans les yeux, c'est moi qui paierai les conséquences, c'est moi qui devrais assumer et aller dans le sens de l'histoire, alors que vous, personne ne viendra vous voir. Et c'est une réalité, c'est ce qu'on oublie souvent, parce que le politique est souvent décrié, mais le politique, c'est celui qui a la responsabilité dans l'histoire. Et que ce soit dans tous les débats, que ça va des voitures à Paris au glyphosate, le politique aura des comptes à rendre. Et donc Emmanuel Macron, il se replace aussi dans l'histoire, il se replace dans le temps long, pour montrer qu'il va devoir faire un choix politique, et ce choix politique, il est prêt à l'assumer, et qui plus est, en plus de ça, ça lui donne des gages et ça donne des signes auprès des Verts, des gens qui sont plus pour une agriculture raisonnée. Pas que les Verts, c'est ça va au-delà, bien sûr. Une grosse minorité agricole qui a besoin d'être soutenue au moins symboliquement par l'État. Donc effectivement, là, il fait que de la politique, mais pour le coup, il fait de la politique intelligente. Si tant est que derrière, les décisions soient prises, c'est-à-dire interdire le glyphosate dans 3 ans, c'est-à-dire laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter, de retourner en formation finalement, et peut-être leur donner les moyens d'embaucher des gens qui viendront les aider à désherber autrement qu'avec de la molécule. 2 tiers des Français considèrent que le chef de l'État est éloigné des préoccupations agricoles. Ça montre qu'il y a encore du chemin pour convaincre. C'est normal, parce que l'image qu'il renvoie, l'action qu'il mène aujourd'hui, c'est plus effectivement au niveau de l'industrie, au niveau des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Et vous savez, il y a quand même, ce qui est étonnant, c'est que les choses sont imbriquées, si vous voulez. Ce que répètent les médias constamment, ce qu'ils entendent dire, les gens se disent « Ah ben oui, en fait c'est vrai, ils ne s'occupent pas de moi, ils ne s'occupent pas de nous, nous on est dans les campagnes, etc. » Donc constamment, il y a une ambiance, si vous voulez, une atmosphère qui se crée autour d'une image, et c'est difficile pour lui de s'en séparer. Pourquoi les gens disent ça? Si vous leur demandez d'expliquer, de justifier, ils vont dire « il ne s'occupe pas de nous ». Mais quand il dit « moi je suis à la tête de la France, je m'occupe de favoriser les entreprises, de favoriser les implantations, de favoriser le développement, l'investissement dans les nouvelles technologies », ah bon, mais moi ça m'apporte quoi? C'est ça la réaction des Français. Et c'est pas forcément... Et pour lui, ce qui est important, parce que si ce n'est pas la réalité, parce qu'il y a d'autres préoccupations qui vont profiter à tout le monde aussi, si vous voulez. Quand il dit je vais réformer le pays, c'est pas seulement pour les gens des villes, c'est aussi pour l'ensemble de la France. Mais il faut qu'il montre quelque chose. C'est pour ça qu'il est présent là, parce qu'il a aussi il a besoin local avant d'être élu. Alors à la différence de Laurent Wauquiez, qui effectivement ne peut qu'afficher sa présidence de la 2e région de France, après l'Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne, bien sûr. Alors évidemment, c'est une grande différence. Alors du coup, comme les commentateurs nous sommes, ils passent leur temps à répéter à chaque fois qu'il n'a pas eu le moindre mandat. Mais c'est aussi une attaque de l'opposition. Mais oui, mais c'est parce qu'en France, on adore mettre des gens dans les cases. C'est tellement facile. Emmanuel Macron, il était banquier. Il n'avait pas de mandat local, il était banquier. Le banquier ne s'intéresse pas à l'agriculture. Le banquier, forcément, ne s'intéresse pas aux zones rurales. Forcément, le banquier ne sait pas ce que c'est qu'une vache. Et puis comme ça, c'est tous les médias véhiculent cette image de c'est le Parisien banquier qui finalement ne s'intéresse pas. Parce que ça a été aussi peu présent, comme nous le rappelait Frédéric Danhé, ça a été peu présent pendant la campagne ou dans son programme. Dans la campagne, il y avait plein de sujets. La priorité, forcément, il a dû afficher quelques priorités. Et dans les priorités, dans le top 10 des priorités pour sauver le pays et pour avancer le pays, il n'y avait pas forcément une réforme agricole. Voilà. Benoît Hamon parlait des perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si ça parlait à tout le monde. Parce que pourtant, c'est quand même important. Ah ben ça, j'étais sûre que vous alliez nous le dire. Olivier Gracia, c'est un faux procès qu'on lui fait au chef de l'État? Non, c'est pas un faux procès du tout. Vous savez, moi, J'étais sûr que vous... Allez, on tape sur Macron. Mais justement, dans l'histoire se répète toujours fois, mon essai, je fais une comparaison entre Emmanuel Macron et Louis-Philippe dans leur dimension bourgeoise et élitiste. J'aurais plutôt vu Balladur. Balladur, voilà. Mais je suis remonté un peu plus loin Louis-Philippe, pour le coup, avec cette volonté justement de mettre au placard l'ancienne aristocratie politique incompétente et féodale pour mettre en place une nouvelle bourgeoisie plus talentueuse, plus encline finalement à comprendre les enjeux économiques. Et si Macron a brillamment renouvelé l'Assemblée nationale avec plus de femmes
et plus de jeunes. Les députés d'aujourd'hui sont encore plus riches que ceux d'hier. Donc finalement, la grande révolution d'Emmanuel Macron, une révolution bourgeoise, qui a mis de côté la vraie diversité sociale qu'on pouvait attendre au sein de son gouvernement, au sein de l'Assemblée, au sein de son entourage. Donc ça donne pas forcément l'image d'Emmanuel Macron en phase avec la réalité du pays. Romain Mouton, vous levez les yeux au ciel pendant qu'Olivier Gracchia parle. Je trouve que ce que dit Olivier est très intéressant, mais de taper sur les députés en disant qu'ils ne sont pas représentatifs, c'est prouver que dans les députés dans l'Assemblée actuelle, si vous avez dit qu'ils étaient moins représentatifs alors qu'avant, ils étaient plus représentatifs et plus pauvres. Est-ce qu'il faut être pauvre pour être représentatif? Et quand on regarde la diversité des professions, il y a une diversité beaucoup plus grande dans cette nouvelle Assemblée nationale que dans la précédente législature. Donc je trouve que c'est un peu facile de taper. Puis c'est un peu populiste de dire forcément ils ont un niveau de revenus plus élevé, ils sont moins compétents pour légiférer. Bon. Emmanuel Macron était accompagné au Salon de l'Agriculture, j'avais noté son Jean-Baptiste Moreau, qui est un député de La République En Marche, de la Creuse. Agriculture de la majorité présidentielle. Voilà, et il est donc... Il y a à l'intérieur du groupe La République En Marche à l'Assemblée, il y a des petits sous-groupes précisément par profession. Et je sais qu'Emmanuel Macron les reçoit de temps en temps, certains par groupe professionnel, pour essayer de comprendre justement. Et il y a quand même 7 agriculteurs dans le groupe de La République En Marche à l'Assemblée. Voilà. C'est quand même pas mal. Et ce sont de jeunes députés, effectivement. Voilà pour le lien qu'il veut tisser avec le monde agricole. À l'heure où nous parlons, Emmanuel Macron a déjà battu le record de la visite la plus longue au Salon de l'Agriculture. Il y est toujours, porte de Versailles à Paris, où vous le voyez, il se prête à un bain de foule après avoir rencontré les boulangers, les céréaliers et avoir passé jusqu'ici une visite assez mouvementée. Vous restez avec nous. 24 heures week-end, l'info en question se poursuit. Votre programme 24 heures week-end, l'info en question se poursuit. Quels sont les événements qui ont marqué la semaine, qui vous ont interpellé? Réponse en images avec Alex Guetta et Nicolas Bergot. Votre attention, s'il vous plaît. Réforme délicate en approche. Ce lundi, Édouard Philippe donnait le coup d'envoi de la refonte de la SNCF. Une première journée de consultation avec pour objectif de réformer le statut des cheminots ou encore préparer l'entreprise à la concurrence. Les syndicats, eux, se préparent plutôt au bras de fer. Ce dialogue est nécessaire, la concertation est nécessaire, mais nous saurons aussi à un moment donné, si nous voyons que les choses ne changent pas, être capables de montrer les muscles et de faire agir le rapport de force. Les salariés de la SNCF sont d'ores et déjà invités à manifester le 22 mars prochain. Suite de l'affaire Laurent Wauquiez. Souvenez-vous, la semaine passée, l'émission Quotidien diffusait 16 extraits. Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Le président de la République actuel, Macron, lui, pour faire cool, il fait comme moi. Ce mardi, le président cool des Républicains sort de son silence et assume ses propos sans jamais s'excuser. J'ai des défauts, je suis sans doute un peu trop direct, pas assez dissimulateur. J'assume les propos qui ont été les miens. Jérôme Cahuzac ira-t-il en prison? C'est en tout cas la réquisition de l'avocat général qui a demandé 3 ans de prison ferme contre l'ancien ministre, la même peine qu'en première instance. Verdict attendu le 15 mai prochain. Pas besoin d'attendre en revanche pour Martin Fourcade. Avec sa 5e médaille d'or olympique, il devient ce mardi le sportif français le plus titré de l'histoire des JO, été et hiver confondus. Il ne s'agit pas de chiffres aujourd'hui, il s'agit d'une aventure humaine, d'une aventure collective qui est forte à vivre. Ah non, bah c'est trop bien, hein. Moi je suis en surkiff là. Coup de théâtre à Paris, la justice annule la fermeture des voies sur berge à la circulation. Dans les embouteillages parisiens, la nouvelle a fait mouche. C'est génial pour nous. Excellente nouvelle. C'est génial. C'est vrai? Pour les gens qui bossent et pour l'économie parisienne, c'est génial. Celle qui trouve ça moins génial, c'est Anne Hidalgo, désavouée par la justice. Elle a fait appel de cette décision. Aux États-Unis, la colère d'une partie de la jeunesse américaine après la fusillade dans un lycée de Floride. Symbole de cette rage, Emma Gonzalez, une survivante,
qui s'adresse à Donald Trump. Shame on you. Elle reproche au président américain d'avoir été soutenu financièrement durant sa campagne par le lobby des armes. Le président qui, en réponse, a proposé ce mercredi face aux familles des victimes que le port d'armes soit autorisé pour les professeurs des établissements scolaires. On va aller progresser sur une énorme piste là. Il est 6h15 du matin. 500 gendarmes commencent l'évacuation des occupants de la ZAD de Bure. Après 2 ans et demi d'occupation, il n'aura fallu que 3 heures aux forces de l'ordre pour détruire et vider le camp. En fin de matinée, quelques échauffourées. Au total, 7 personnes ont été placées en garde à vue. Dans la famille Le Pen, je demande le grand-père et sa petite-fille, tous deux de retour sur la scène médiatique. Jean-Marie Le Pen d'abord revient sur 50 ans de carrière politique à travers ses mémoires qu'il publie dans un livre. Je dis que je ne mérite pas le qualificatif d'extrémiste. Au même moment, à Washington, Marion Maréchal a de son côté fait une apparition remarquée lors d'un grand rassemblement de conservateurs américains. Un retour qui ne passe pas inaperçu à quelques jours du congrès de refondation du FN. Dernier préparatif au Salon de l'Agriculture, à la veille de l'ouverture au public, avec dans son box présidentiel la star du salon. Voici Haute, la vache égérie du Salon de l'Agriculture version 2018. Cette beauté de race au braque sera l'une des attractions phares du salon. Son éleveur peine encore à y croire. Beaucoup d'émotions. Passé un moment, j'ai même tourné la tête s'il n'y avait pas un joueur de foot derrière moi ou quelque chose d'autre. Mais non, en fait, c'était bien pour Haute. On souhaite tout de même bien du courage à Haute pour encaisser les cris et les flash photos des quelques 600 000 visiteurs attendus cette année encore. Oui, Haute, c'était la vraie star du salon de l'agriculture. Parmi les temps forts de la semaine, il y a un dossier explosif qui touche au quotidien des Français, c'est la SNCF. À peine le rapport Spinetta dévoilé qui a créé la polémique avec les cheminots, les élus locaux. Le gouvernement veut dévoiler ce lundi la méthode et le calendrier. Il pourrait à nouveau avoir recours aux ordonnances, comme sur la loi travail. Est-ce qu'il faut, le gouvernement doit-il passer en force? Non. Non, là, s'il est vraiment politique Macron, il ne faut surtout pas qu'il fasse passer en premier la réforme du statut, parce que là, c'est la meilleure occasion d'avoir un vrai rapport de force et un blocage du pays, alors même que dans le rapport, il y a à peu près l'essentiel, et que ce rapport va être mis en œuvre peut-être par Elisabeth Borne, qui est une excellente ministre, qui connaît très bien la question des transports. Pourquoi? Parce qu'elle replace l'usager au centre. La SNCF pâtit aujourd'hui, alors certes, d'une dette que ne veut pas régler l'État, mais elle pâtit surtout d'investissements qui ont été faits à la demande des élus locaux qui voulaient tous leur gare TGV. Ces investissements-là ont été faits aux dépens des trains du quotidien. On est prêt à dépenser 38 milliards pour un Grand Paris qui va s'adresser à 3 à 4% des voyageurs, et on n'a pas 800 millions d'euros par an pour rénover le RER, sachant que si on ne le fait pas, à l'horizon 2024, on aura une saturation des transports. Donc, qui se préoccupe surtout de réformer la SNCF de façon à ce que les trains du quotidien soient entretenus et fonctionnent mieux, et puis ensuite on verra. C'est pas en réformant le statut qu'on va tout d'un coup faire que le RER, notamment le mien, le D, arriveront à l'heure. Mais est-ce que ce rapport va vraiment replacer l'usager au centre? Si on supprime la gare près de chez vous, que vous devez prendre votre voiture et que le carburant est en hausse, on peut considérer que vous êtes pénalisé. C'est pas ça qui est proposé dans le rapport. Excuse-moi Hélène, mais le rapport Spinetta, qui est extraordinaire dans son contenu, déjà il a le mérite de rappeler tout ce qui avait été proposé avant dans les précédents rapports qui n'avaient jamais été appliqués. Ensuite, il apporte des solutions sur aussi la dette de la SNCF qui est proche bientôt des 50 milliards d'euros, sur les responsabilités qu'a l'État face à cette dette, et surtout sur le sujet crucial des lignes non utilisées et quelles solutions on pourrait apporter face à ces lignes, souvent en milieu rural, c'est vrai, mais en termes déjà d'impact environnemental, d'impact démographique et d'impact en termes d'utilisation. Les solutions, c'est plus déjà des bus que des voitures avec un carburant qui augmente. Et donc, ce que propose le rapport Spinetta, c'est de mettre des lignes de bus à la place de certaines lignes de train. Et ça pointe aussi du doigt la responsabilité des élus locaux qui, effectivement, montent au créneau parce qu'ils jouent, et c'est leur business pour être élus, ces lignes de train. Mais il y a une réalité démographique, une réalité en termes de coûts et une réalité en termes d'impact environnemental sur la
nécessité de remplacer certaines lignes de train par notamment des lignes de bus pour faire en sorte d'engager et de réduire les coûts et de transformer la SNCF qui en a besoin. Et après, bien évidemment, il y a le statut du cheminot. Et là, sur la méthode, c'est vrai que, à mon sens, la méthode qui est pour le moment employée par le gouvernement et certainement le Premier ministre continuera dans cette voie, mais c'est sur les nouveaux postes créés, un nouveau statut pour les cheminots et faire une sortie en sifflet. Mais Romain Mouton, êtes-vous sûr qu'en supprimant certaines gares, on ne va pas accentuer la fracture territoriale dont souffrent une partie des Français? C'est une question que je vous pose. Mais oui, mais les trains intercités, il y en a partout en France et ils sont totalement sous-occupés. C'est évident, c'est un constat. Est-ce que vous allez de temps en temps dans des petits patelins? Moi, j'étais extrêmement étonnée de monter, de me trouver toute seule dans une voiture entière à une heure de circulation tout à fait normale. Il y a aussi les TER qui sont Alors remplis. effectivement, les élus locaux, c'est toujours pareil, comme le maire veut maintenir son hôpital dans son petit patelin, même s'il n'est pas rentable, même si la sécurité des malades n'est pas forcément assurée, etc. Toujours on dit mais oui, bien sûr, vous aurez votre train à la porte de chez vous, vous aurez ça. Donc ça, et pourquoi le gouvernement s'attaque à la réforme de la SNCF? Parce qu'il y a des déficits qui se creusent. Vous avez parlé de la dette, il va atteindre 50 milliards. Il y a un déficit annuel de 3 milliards à peu près d'exploitation. Et il y a en plus, l'État doit pourvoir au déficit du régime de retraite, parce que le rapport entre le nombre de salariés et le nombre de retraités s'est inversé. Maintenant, vous avez 150 000 salariés à SNCF, il y a près de 300 000 retraités. Bon, c'est tout ça qu'il faut voir. Alors c'est gentil de dire ah ben oui, mais dans les campagnes, ils n'auront plus leur train intercité. Ce qu'on peut comprendre, et effectivement, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas faire comme Anne Hidalgo qui ferme, excusez-moi de mordre sur l'autre sujet, qui ferme les berges, mais qui ne propose aucune solution alternative à ceux qui ont besoin de traverser Paris. Donc ça, c'est tout à fait différent. Et alors, quant à deuxième sujet, c'est-à-dire le recours aux ordonnances, il ne faut pas dire que les ordonnances suppriment toute concertation. C'est un mode d'accélération de la procédure. C'est pour éviter que les navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat s'éternisent. Il y a moins de discussions. Il y a moins de discussions, mais il y a discussion politique. Mais ça n'exclut pas la concertation avec les partenaires concernés, qui se fait en amont. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la réforme du Code du travail, où on a procédé par ordonnance. Ça s'est tellement bien passé qu'il veut recommencer. Ce n'est pas... Voilà, parce que finalement, ça a été très bien... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réaction, parce que la CGT est aux aguets. D'abord, il faut savoir quand même que la SNCF, c'est un bastion quand même pour la CGT. Et s'il veut s'en faire une sortie, il dit il faut qu'on y aille maintenant, sinon on n'y arrivera jamais, si vous voulez, dans la protestation. Olivier Gracia. Merci d'avoir rappelé que ça avait été une chance pour Macron pour les ordonnances pour la loi travail. C'est vrai, d'ailleurs Mélenchon avait dit je lui concède le premier point, parce que Jean-Luc Mélenchon attendait beaucoup des ordonnances sur la loi travail pour espérer une réaction sociale de la rue, et finalement elle n'est jamais venue. Et c'est pas parce que ça a marché une fois que la seconde fois va être productive. Il a eu un peu un état de grâce après son élection qui est naturel, mais là je pense que le rapport de force pourrait être beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'on se risque réellement un blocage réel du pays. Oui, parce que ça touche au travail quotidien également, des Français, au quotidien des Français. Frédéric Danhé, est-ce qu'on est sûr, si on supprime des gares, que les bus ensuite ne vont pas être supprimés, si eux aussi, ces lignes de bus, si elles aussi ne sont pas jugées rentables? On voit là l'écart Macron ne fonctionne pas très bien, le modèle économique est toujours pas, parce que c'est du low cost. Donc de toute façon, ça ne peut qu'augmenter. Et on sait très bien dans les projections que les prix moyens, enfin au kilomètre parcouru de ces autocars, vont arriver quasiment au prix les plus bas du train. Il y a un aspect... Alors, moi, je suis un gros utilisateur du train. Je passe un quart de mon temps à l'extérieur de Paris. J'ai regardé sur ma carte Grand Voyageur Plus. Je fais 25 000 km par an en train, pratiquement partout. Globalement, les trains circulent bien. Les trains circulent bien, surtout dans les régions qui ont investi dessus, et notamment la région Rhône-Alpes, enfin l'ex-région Rhône-Alpes, qui a énormément investi sur les TER, qui ont acheté des TER avec des prises de courant, qui ont aménagé des parkings à vélo sur les gares, qui ont aménagé des parkings relais sur les gares, qui ont fait venir, alors là c'est le cas de Toulouse, qui ont fait venir le tramway jusqu'au parking ou les tramways. Mais ceux-là, ils ne vont pas être mis en question si ça fonctionne si bien. Ce que je veux dire par là, c'est que les trains, voilà, les élus râlent, mais globalement, souvent, ils n'ont jamais investi pour maintenir ces lignes de travail. Après, il faut accepter, comme l'agriculture, qu'il y ait des concours publics, les transports sont toujours déficitaires. Il est normal que les transports coûtent, qui est un investissement d'État. Dernière chose, on a les trains qu'on mérite, comme la nourriture qu'on mérite. Si on veut
qu'il y ait des trains, il faut monter dedans. Donc il faut, et là je fais le lien avec le sujet Hidalgo, si on veut monter dans des trains, il faut accepter de ne plus monter dans la voiture. En tout cas, moi je fais tout en train, je refuse l'avion. Enfant, je fais tout en train. Je suis désolé, ça fonctionne et ça fonctionne bien, même s'il y a de plus en plus de retard et même dans les TGV, il y a une dégradation du service, les sièges sont dégueulasses, il n'y a toujours pas de prise dans les secondes. Là, il y aura moins de trains et plus de lignes de bus. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on ne peut pas comparer les bus Macron, la libéralisation des bus, avec les bus qui vont être mis en place en substitution des lignes de TGV. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des lignes de bus qui risquent d'être bientôt supprimées par défaut de rentabilité, alors que ces lignes ont remplacé... Oui, enfin, dans un cas, Emmanuel Macron a ouvert un marché, et là, ça va être un service public, avec notamment des trains... certes privés et publics, et donc là on ne peut pas présumer d'avance que les trains ne vont pas forcément fonctionner. Et la chose qui est aussi intéressante dans le rapport Spinetta, c'est ça met aussi des nuances sur la fameuse libéralisation du secteur et sur la privatisation possible de la SNCF. C'est que c'est bien beau de dire oui, parce que c'est une réflexion qu'on entend souvent, oui, il faudrait privatiser la SNCF, sauf que la réalité, c'est que ce sera bien plus compliqué que ça et que ça ne sera pas forcément la meilleure des solutions, puisqu'il faudrait que chaque compagnie privée mette son propre personnel, crée ses propres lignes, etc. Donc c'est un peu mission impossible. Alors c'était la semaine également de la famille Le Pen. D'abord le père ou grand-père Jean-Marie Le Pen qui livre ses secrets d'histoire, et sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen, qui a fait une prestation remarquée aux États-Unis au grand raout des conservateurs, une réunion très importante puisque le lendemain, Donald Trump a pris la parole. Écoutez. Bonjour, chers amis conservateurs. J'espère que vous, les Américains, vous aimez l'accent français. Ça ne me choque pas d'entendre Donald Trump dire « priorité à l'Amérique ». En réalité, moi aussi, je veux donner la priorité à l'Amérique, pour le peuple américain, à la Grande-Bretagne, pour le peuple britannique, et à la France, pour le peuple français. Bon, officiellement, elle est censée être retirée de la vie politique. Oui. Est-ce un retour qui ne dit pas son nom pour éventuellement prendre la place de sa tante ? Olivier Gratien. Un beau retour en plus sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'elle se fait voir par tous les conservateurs du monde entier, par la bande de Trump, de Nigel Farage, etc. Donc évidemment pour elle, elle prépare le terrain pour un retour évident sur la scène nationale, d'autant plus que Marine Le Pen est considérablement affaiblie de par les raisons que l'on connaît. Florent Philippot a quitté le navire, Nicolas Dupont-Aignan est isolé plus que jamais, Laurent Wauquiez est en difficulté. Marion Maréchal Le Pen a réellement, pour certaines personnes de droite, une place à prendre du moins dans ce chaos qui est la droite aujourd'hui. C'est une course de vitesse avec Laurent Wauquiez. Vous mettez tout le monde dans le même lot là d'ailleurs. Alors je ne vais pas tout le monde dans le même lot, mais c'est vrai que d'ailleurs beaucoup de gens voient une proximité évidente entre Marion Maréchal Le Pen et Laurent Wauquiez. Il faut savoir que Marion Maréchal LePen est très différente de sa tante, notamment sur la question économique, sur la question sociale, sur la question européenne. Elle est beaucoup plus proche de la ligne Wauquiez que de la ligne même de sa tante. Donc finalement, c'est pas la même personnalité. C'est pas la même personnalité. Et en plus, voilà, évidemment, elle joue sur, sur son éloquence. On voit elle parle anglais, elle est moderne, elle s'inspire aussi des codes de communication d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a des soucis à se faire. Ah oui, ça c'est clair. Moi, j'ai été très impressionnée de la voir arriver, monter sur scène. Terriblement conquérante, reposée qui plus est, parce qu'effectivement ça fait un an qu'elle s'est mise à l'écart de la vie politique, donc elle était assez éclatante, confiante en elle, elle a été, moi je pense qu'elle a fait une très très bonne prestation, d'autant qu'on sait qu'il y a une place à prendre, toujours pareil, la droite en France se cherche et n'est pas encore au point, et Marine Le Pen a beaucoup déçu son parti et c'est terrible, mais quand vous voyez que Florent Philippot, lui, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'avant, je crois qu'il était à Forbach pour la création de son mouvement Les Patriotes, qui lui a vraiment pas une once de charisme à offrir aux éventuels. Et quand on la voit, elle, on se dit c'est facile de voir qui va prendre l'ascendant sur l'électorat lepéniste. C'est un coup politique d'autant plus important qu'on rappelle que juste avant, Mike Pence, le vice-président américain, avait pris la parole. Frédéric Danet. Et finalement, est-ce que ce n'est pas plus simple, quand on est retiré de la vie politique, de se poser comme un opposant éventuel au chef de l'État ? Oui, et puis c'est... effectivement, parler avec Macron est assez amusant. Elle est jeune, elle est jolie, elle parle anglais, elle a un discours moderne, elle semble enterrer les origines fascistes du mouvement de son grand-père, alors que finalement les fondamentaux sont toujours là. Moi, je la trouve infiniment plus dangereuse que Marine Le Pen, parce qu'elle est bien plus intelligente, parce qu'elle présente mieux. Et moi, j'attends le mariage avec Laurent Wauquiez, parce qu'ils sont assez équivalents, intelligents, sans beaucoup de conviction, si ce n'est de défendre leur nombril et leur idéologie, et puis sans affect.
La modernité, Oui, je suis pas d'accord avec la je suis pas d'accord modernité, parce que est-ce que d'être conservateur, c'est être moderne? J'en doute, mais en tout cas, elle a la modernité de son âge peut-être, mais pas la modernité de ses idées. Et facile pour elle, l'international, c'est la carte assez traditionnelle en politique. On se rappelle d'Alain Juppé qui est parti au Canada, ou d'autres, enfin je ne veux pas faire une comparaison. Il n'est pas parti de son plein gré. Non, il n'est pas parti de son gré, je ne veux pas faire une comparaison trop rapide. Mais en exil. Non, mais c'est très facile, et en tout cas, c'est une méthode assez classique pour quelqu'un qui n'a plus d'aura pour le moment, parce que Marion Maréchal Le Pen n'a pas de parti en France, elle n'a pas de troupes, elle n'est plus élue. Donc c'est facile aussi d'aller à l'étranger, dans un congrès dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants, et de se faire applaudir. Donc certes, elle a des qualités, il ne faut pas non plus... Sa tante n'avait pas réussi à se faire inviter. Il ne faut pas non plus surestimer le potentiel de Marion Maréchal Le Pen, qui aura quand même derrière elle et devant elle un parti qu'elle ne tient pas encore, et Laurent Wauquiez qui est plutôt dans une phase ascensionnelle que le contraire. Donc, ils sont voués à se réunir. Ils sont voués à se marier. On va se marier, je pense. Mais est-ce que c'est d'autant plus habile comme stratégie politique qu'en France, le nouveau chef de l'État occupe tout l'espace et qu'elle peut justement se faire remarquer à l'étranger? Olivier Gracia. Et puis il occupe tout l'espace aussi, évidemment, l'espace politique aussi, de la gauche orléaniste, de la droite orléaniste, du centre libéral. Donc évidemment, il y a un espace à prendre à droite que Laurent Wauquiez a compris. Laurent Wauquiez a bâti sa stratégie politique, cet espace à reprendre. C'est-à-dire qu'il a compris que tout le passé juppéiste, un peu de la droite, était complètement englouti par la droite orléaniste macroniste. Donc il y a cet espace à prendre avec un discours plus moderne. Marine Le Pen et Florent Philippot étaient sur un discours digne du discours du Parti communiste des années 70, sur la question de la souveraineté économique, sur la question de l'industrie, évidemment. Et là, Marion Maréchal Le Pen s'affranchit un peu de ce discours que Jean-Marie Le Pen qualifie lui-même de gauchiste, de Marine Le Pen, pour avoir vraiment un élan plus moderne vers une droite. Moi, je mettrais un bémol. Elle est très séduisante, elle a des atouts, on vient d'en parler. Mais attention quand même, elle a personne, elle ne représente qu'elle-même. Comment elle va fédérer? Elle a son nom déjà. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Prendre comme ça parti pour diriger éventuellement un parti de l'opposition. Mais il faut être un candidat potentiel à la présidentielle. Elle est très jeune, peut-être. C'est à la mode. C'est ce qu'on disait de Macron. Donc, non, mais attention, elle a 30 ans. Elle a 10 ans de moins, à peu près 10 ans de moins qu'Emmanuel Macron. Ça commence à faire très très jeune, si vous voulez. Et quant à sa modernité, excusez-moi, mais elle était pour l'abolition de... sur les codes. Je parlais des codes de communication. Ah, sa modernité. Oui. Mais sur le plan des idées, elle est pire que sa tante, bien évidemment. Elle était pour l'abolition de la loi sur l'IVG. Elle s'est prononcée sur des sujets de manière extrêmement réactionnaire. Jean-Marie Le Pen se reconnaît beaucoup plus dans le discours de Marion Maréchal Le Pen que Marine Le Pen. Elle peut plaire à une petite frange, mais elle n'est pas au bout de sa conquête. Elle n'est pas au bout, mais maintenant, avec l'élection d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, on sait que tout peut arriver en politique, que tout est une question de conjoncture, et que Marion Maréchal Le Pen peut très bien être élue présidente de la République en 2022. Oui. Soyons toujours très prudents. En politique, vous avez raison. Il ne faut pas insulter l'avenir. Il faut jamais insulter l'avenir. Absolument. Je voudrais vous montrer l'image du chouchou d'Hélène Pilichowski, le visage des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, Martin Fourcade, le porte-drapeau français qui est devenu le champion le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, été comme hiver, et qui a contribué à médiatiser le biathlon, tout en restant assez modeste sur ses performances. Écoutez-le. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une 5e médaille olympique, il s'agit d'une aventure humaine, d'une aventure collective qui est forte à vivre, qui a commencé ici il y a 9 ans au championnat du monde avec un titre lors du relais mix pour l'équipe de France. Et il n'y a pas un athlète qui est le même dans cette équipe. Mais voilà, je crois que c'est une transmission de flambeau, c'est une belle discipline parce que les savoirs se partagent, parce que les émotions se partagent aussi. Je précise, champion français, le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. Vous dites que c'était mon chouchou. Bien sûr, je trouve qu'il a une personnalité tout à fait. C'est le genre idéal, si on peut dire. Mais c'est aussi celui qui a le mieux incarné l'esprit de l'olympisme. Franchement, d'abord par la discipline qu'il pratique. Attention, c'est-à-dire c'est une discipline physique, c'est pur, un peu comme l'est, si vous voulez, comme l'est la course à pied, comme l'athlétisme, si vous voulez, où c'est vraiment l'individu face à son effort. C'est ça. Moi, j'ai regardé certaines épreuves de lui. C'est extraordinaire, le ski de fond. C'est un sport qui n'utilise pas les remontées mécaniques, même pas la neige artificielle, etc. Ils sont là sur leur ruban à travers la forêt à courir, à pratiquer le skating qui est extrêmement difficile, extrêmement dur physiquement. C'est pour ça que j'admire beaucoup, avec sa modestie aussi, bien sûr, parce que c'est notre champion le plus titré. Et puis avec
sa modestie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un titre extraordinaire, le médaillé en or, le plus médaillé en or de la France, de l'histoire de France, et en même temps, ce n'est pas une star du sport, comme on en connaît certains. Excusez-moi, je ne vais nommer personne, mais par rapport à ceux qu'on voit et dont on connaît toute la vie et la débauche, parfois, je ne cite personne, ni même aucun sport, excusez-moi, les Ferrari, les milliardaires du sport, etc. Eh ben, je trouve que de voir quelqu'un comme ça fait du bien, franchement. Il utilise d'ailleurs parfaitement les réseaux sociaux. Il a même eu des clashs. Il a clashé avec Pierre Ménès, c'est assez drôle, sur les réseaux sociaux. Et maintenant, Martin Fourcade aura certainement un rôle majeur à jouer dans les JO de Paris 2024, puisque certes, il ne sera pas forcément sportif à ce moment-là, en tout cas en activité et à concourir, mais il devra s'associer à cette équipe pour porter et pour accompagner les JO de 2024. Et son concours sera certainement important et utile. Merci à tous d'avoir participé à cette émission 24 heures week-end, l'info en question qui sera rediffusée à minuit 20. Vous restez avec nous car l'info se poursuit sur LCI. Votre programme